Salut à toutes et à tous. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte tranquillou. On va attendre que Robin nous rejoigne. Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer un petit message pour me dire si vous m'entendez bien ou s'il y a besoin que je mette mes oreillettes. Allez, je vois que Robin vient d'arriver. Hop. Est-ce que vous pouvez me mettre un petit message pour savoir si tout le monde m'entend bien? Ça serait top. Ok. Robin, je te laisse faire une demande pour rejoindre le... Hop. Robin, je t'ai envoyé l'invitation. Salut, Super, salut Robin. tu vas bien? Ouais, nickel, super, et toi? Alors, tu m'excuseras pour cet éclairage un peu dégueulasse. Il n'y a aucun problème. T'es à PowerCamp là? Hop, alors tu m'entends bien? Ouais, je t'entends parfaitement bien. Je sais pas si tu m'entends bien. Ouais, Normalement, nickel. Je t'ai dit tout ça à l'heure, devrait je t'ai pas être laissé un mal. petit message. Allez, super, nickel. On attend Hop. un petit peu, que les gens arrivent? Ouais, on va attendre 5 minutes. Ok, ça marche. Bon, ça a été la journée? Bah écoute, pas trop mal, hein, ça bosse. Là, tu vois, en plus, depuis hier, là, j'ai lancé mon site, donc du coup, Ouais, j'ai mal vu. de boulot, pas mal de choses à corriger aujourd'hui. Tu sais, les petits détails du lancement, les petits couacs. Ouais, Donc, tu l'as lancé aujourd'hui même? non, j'ai lancé hier. J'ai lancé Hier? hier à 10h, et puis, bah voilà, tu sais, les premières commandes, les premiers petits couacs, etc. Donc, il faut toujours rester, Ah, c'est bien. rester en veille, répondre. Je pense que c'était le bon moment pour lancer ça, parce que bon, la gymnastique, l'intérêt, c'est que tu peux quand même faire la plupart des choses sans ou avec très peu de matériel. Ouais, exactement. C'était Période un de petit peu le but confinement. aussi. Je pense qu'on en rediscutera un petit peu par la suite dans le live, mais l'idée c'était de pouvoir aussi donner un petit peu du contenu aux gens, étant donné que voilà, tout le monde est un petit peu confiné. Et ben on va essayer de leur donner du contenu et leur donner les moyens de pouvoir continuer de progresser tout en restant à la maison. Donc voilà. Hop! Ok. Bah écoute, je te laisse t'installer, puis Ouais, on je va permets attaquer. juste Les pour gens nous que. rejoindront au fur et En à fait, mesure. je voulais faire. Là, j'ai un super studio, mais le problème, c'est que les gens ils bossent là-dedans. Donc, j'aurais bien fait là, mais je vais pas priver les gens de la salle de taf. Donc, je vais me foutre dans le bureau. Ouais, je t'en prie. Est-ce que vous avez besoin du bureau ou pas? Ou je peux me caler pour le live dedans? Là, ici. C'est bon ou pas? Ouais. Allez, Je suis en bonjour à live, toutes et à c'est ça. tous, à tous ceux qui arrivent. On est en live avec l'ami Robin Zbaï de PowerCamp. On attend juste qu'il nous trouve un petit endroit, un petit setup. Salut, excuse-moi. Donc, je suis en train de voir pour me mettre dans le studio. Allez, je t'en prie. On laisse Robin s'installer. Salut à toutes et à tous ceux qui arrivent. Hop là. Voilà, ça va être Bienvenue ici. ça va être un live cool. On va parler gym. En plus, dans le super setup de PowerCamp, là où ils ont l'habitude de tourner leur podcast, si je me trompe pas. C'est ça, exactement. Donc voilà. Ok. Donc bienvenue à toutes et à tous. Robin, merci d'avoir répondu à mon invitation pour qu'on se fasse ce live ce soir. Écoute, Bah, je vais merci de tout m'avoir d'abord te invité. laisser te présenter. Et puis nous dire un petit peu qui tu es, ton parcours, présenter peut-être aussi un petit peu PowerCamp si certains ne connaissent pas, même si je pense qu'il commence à y avoir, vous commencez à avoir une belle réputation sur le plan national. Donc vas-y, je t'en prie, je te laisse te présenter. Ok, bon bah bonjour à tous ceux qui suivaient le live. Merci à Thibaut encore une fois de m'avoir invité. J'ai hâte qu'on discute gymnastique ensemble. J'ai plein de questions pour toi au final, j'ai réfléchi. Ouais, c'est cool. Euh, alors, ben, je m'appelle Robin, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans cette année. Je suis coach spécialisé en gymnastique, mais aussi je fais du crossfit, coach de crossfit.
J'ai créé il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, il y a une salle qui s'appelle Power Camp. Et nous, en fait, on se spécialise sur la gymnastique et l'haltérophilie. En fait, notre concept à la base, c'est qu'on n'est pas des crossfitters, les trois honneurs. Il n'y a pas du tout de crossfit. On est ici chacun des disciplines du crossfit, notamment l'haltérophilie, tout ce qui est travail de force, et moi, la gymnastique. Alors, je ne suis pas réellement ici de la gymnastique, je viens du breakdance, qui est un sport un peu voisin, qui est beaucoup moins rigoureux que la gymnastique d'ailleurs. Mais disons que j'avais pas mal de bases sur tout ce qui est sol. Et puis, quand j'ai découvert le CrossFit un peu, c'était quoi, il y a 7-8 ans, j'ai vraiment vu qu'en fait, il y avait un gros manque d'expertise dans ce domaine-là. Et puis, je me suis perfectionné sur tout ce qui est suspension, etc. J'ai rattrapé mon retard sur la suspension. Et voilà, on a monté la salle en 2017. Et puis ben, ça continue. Malgré le Covid, on survit grâce aux réseaux sociaux d'ailleurs. Je remercie s'il y en a, je ne sais pas, peut-être qui suivent la salle sur YouTube. Je vous remercie d'ailleurs de nous soutenir sur les réseaux. Ça nous aide à tenir le coup. Et puis voilà, donc en gros, honneur de Power Camp, honneur de Power Camp, pardon, coach de gym spécialisé et aussi coach de CrossFit à mes affaires. Voilà. Ok, super. Alors, j'en profite pour faire un petit coup de com. Alors, Robin, tu es en charge du montage des vidéos chez Power Camp, et il faut dire que vous avez une chaîne vraiment qui est vraiment ultra active. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est l'une des meilleures chaînes, en tout cas celle qui propose le plus de contenu sur la partie CrossFit. En plus de ça, là, vous vous êtes lancé un défi un petit peu dingue de balancer une vidéo par jour durant ce confinement pour voilà, sur différentes thématiques, que ça soit sur de l'haltéro, que ça soit sur de la gym, etc. Et vous faites vraiment du super boulot, un travail super intéressant. Et ça me tenait vraiment à cœur qu'on fasse un live ensemble, justement pour montrer qu'aujourd'hui, même si on vient pas du même univers, d'univers différents, on est capable de proposer des choses intéressantes d'un côté comme de l'autre, avec comment dirais-je nos parcours, chacun avec nos différentes qualités, nos différents défauts. Et je dois dire que votre concept à Power Camp me séduit vraiment sur cette idée d'avoir des spécialistes dans chacune des disciplines. Alors moi, je suis assez nouveau dans le milieu du CrossFit. Je suis arrivé notamment dans le milieu du CrossFit grâce à Guillaume Guillou, que vous avez reçu sur l'un de vos podcasts. Tu travailles toujours avec lui d'ailleurs, c'est la question que je me Voilà, posais. ouais, je travaille toujours avec lui. Alors, on collabore. Il n'y a pas comment dirais-je, de contrat entre nous, mais en tout cas, on collabore. J'essaye d'apporter un petit peu ma compétence sur la partie gym. J'essaye de beaucoup m'appuyer sur ses compétences aussi pour moi progresser dans ma pratique de la gym et dans mon coaching en tant qu'entraîneur de gymnastique. On y reviendra un peu plus tard. Je me présenterai un petit peu de manière succincte pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Mais voilà, je travaille toujours avec Guillaume, avec We Are Athletic de manière plus générale. Donc, c'est grâce un petit peu à lui que j'ai débarqué dans l'univers du CrossFit, et c'est là que je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait un certain vide au niveau du coaching en gym, même si aujourd'hui, il y a 2 ou 3 personnes qui proposent des choses très intéressantes, notamment Jessica, VTR, Mélodie Andréani. Bon voilà, toi qui Voilà, fais t'as fait le tour là. Ça y du est. super travail. Voilà, il y a 3 ou 4 personnes qui font des choses très intéressantes, mais malheureusement aujourd'hui c'est pas forcément suffisant. Et d'autant plus que ce qui est, je trouve, très intéressant, on en discutera je pense par la suite, c'est qu'on vient tous d'univers très différents. Alors les 2 sœurs Andréani viennent du haut niveau et du milieu de la gym, mais n'ont pas forcément poursuivi leur carrière dans l'entraînement en gymnastique comme moi je peux le faire. Toi tu viens du break. Jessica a été dans le milieu de la gym également, mais avec une autre approche, avec une approche un petit peu plus féminine des choses. Donc je pense que chacun a apporté, et je trouvais ça super intéressant justement qu'on puisse échanger sans se tirer dans les pattes, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui pensent que parce qu'on travaille avec l'un, on ne peut pas travailler avec l'autre. Donc je trouve ça complètement débile. Ouais, bon, ça c'est assez classique. Mais moi, de toute façon, justement, moi-même, même si je viens, comme tu dis, du breakdance, j'ai été obligé de m'inspirer et de regarder la méthode au gym parce qu'elle est très très bien faite. Euh, faut respecter le travail que des gens ont fait avant. C'est un sport olympique. Il y a des Exactement. centaines de coachs qui se sont penchés sur la question. Des mecs qui devaient payer grassement, c'est même dans certains pays pour ne penser qu'à ça. Mm, Donc, mm, mm.
la méthode, en fait, la méthode de gym, elle a été éprouvée. Il y a des athlètes qui sont amenés à des très hauts niveaux. Donc, même moi, si je viens du breakdance, c'est sûr que ça apporte ma touche. Mais j'ai été obligé aussi de rattraper un peu mon retard. Et puis, quand je cherche de la méthodo, je cherche de la méthodo gym. Mm, mm. Beaucoup, tu Alors vois. c'est vrai qu'on a cette particularité justement sur la méthodo gym et j'insiste bien sur l'aspect méthodologie parce qu'aujourd'hui le CrossFit malheureusement je sais pas si on doit dire malheureusement mais en tout cas par sa jeunesse et ben on est dans un sport qui n'a pas forcément une méthodologie établie mais qui va chercher dans les méthodologies dans les différentes disciplines et c'est là où je trouve ça intéressant mais il n'y a pas une méthodologie typé CrossFit. Alors là, c'est en train de s'organiser un petit peu plus, mais non, avec des coachs qui sont de plus en plus pointus, des formations, des intervenants, des séminaires, etc. Donc c'est en train de se construire de manière un petit peu plus pointue. Mais c'est vrai que la gym a une méthodologie très pointue, une grande part d'exigence dans la qualité d'exécution, etc. Qu'on retrouvera peut-être pas forcément dans le CrossFit, mais en tout cas qu'il faudra s'inspirer dans l'entraînement. Je pense que l'exigence du milieu gymique doit s'appliquer surtout dans la rigueur de l'entraînement plus que dans sa méthodologie, comment dirais-je, pure, c'est-à-dire dans la méthodologie de la qualité d'exécution. Même si la qualité d'exécution, bien entendu, c'est quelque chose que moi je mets tout le temps en avant. Mais en tout cas, c'est plus la méthodologie et la précision de la méthodologie qui doit être mise en avant, je pense, par rapport à la discipline gym. En tout cas, Ouais, c'est mais mon de toute façon, sentiment. t'as tout résumé. En fait, pour moi, le problème dans le CrossFit, c'est qu'on est avant tout sur une recherche de quantité, sur la recherche de la souffrance. Ah, on est sur une recherche de qualité, une recherche de maîtrise du geste en priorité. Donc, et comme en gym, Exactement. en fait, il n'y a que ça. Si tu veux, quand tu arrives, ça a dû te choquer, je pense, tu arrives dans le milieu CrossFit, en fait, les gens, ils veulent faire. Mais ils veulent faire Ouais, c'est alors que exactement c'est ça. pas prêt, en fait, c'est pas abouti, il n'y a rien qui est achevé. Ils veulent pas apprendre, ils veulent faire le geste. Ils veulent pas l'apprendre, ils veulent pas le maîtriser, ils veulent juste le faire pour le caler dans un WOD, etc. Et donc, puis je te dis, ils sont pas à la recherche de la maîtrise. Tu vois, quand tu fais un enchaînement de gymnastique, ou quand moi je fais un passage de break, je suppose que tu ressens à peu près la même chose. C'est comme quand tu arraches une barre en haltéro. T'es pas Mm, mm. explosé à la fin du truc. T'es pas en train de souffrir, t'es Exactement. pas dans un Ouais, rouge, t'es en fait dans une c'est espèce exactement de ça. flow où tu essayes de maîtriser ton geste et presque tu te rappelles même pas ce que tu as fait tellement ça a été bien exécuté. Et le C'est CrossFit, exactement ça. Ouais. c'est pas trop ça, quoi. Alors, C'est pas trop ouais, ça. après, c'est relativement. Il y a un côté un peu paradoxal parce que on se rend compte que sur l'haltéro, même s'il y a pas mal de. Tous les WOD, il y a pas mal de WOD qui sont en cycling. En fait, on se rend compte que la dimension technique sur l'haltéro, elle est beaucoup plus prise en compte que sur la partie technique en gym. Forcément, parce que on se rend compte que sur l'haltéro, à un moment donné, si on doit arracher des grosses barres, et ben on n'a pas le choix quoi. Si on n'est pas technique, il y a un moment donné, ça ne fonctionnera pas. Moi qui ai débuté dans le milieu du CrossFit depuis 7-8 mois, bah, j'ai voulu aussi m'initier un petit peu à l'haltéro. Là, je squatte tous les jours. Je fais 2-3 séances d'haltéro par semaine, mais vraiment pour le ressenti, pour être capable d'identifier un petit peu quelles sont les contraintes, quels parallèles on peut faire avec l'activité gymique, parce que ça me semble important aussi. Et on se rend compte qu'à un moment donné, c'est un sport qui est éminemment technique par rapport finalement au côté force. Moi qui pensais que c'était vraiment un truc de bourrin, etc. Ouais. En fait, pas du tout. C'est l'image que beaucoup de personnes ont, mais en fait, pas du tout. C'est un sport qui est éminemment technique, tout autant que la gymnastique. Ah, mais c'est Sauf un que la, travail d'orfèvre, exactement. Ouais. exactement. Sauf que la gymnastique, comme tu le dis, tu le résumais bien, c'est que l'expression de la gym dans le CrossFit n'est pas la même que l'expression de la gym en Gym compétition. olympique. Exactement. Alors que l'haltéro, on s'en rapproche quand même de manière très très semblable. Même si tout ce qui est cycling, bah forcément il y a une notion de vitesse, donc bah forcément il va y avoir une dégradation un petit peu sur la technique. Mais ce qui est exprimé en compétition d'haltéro, c'est ce qui est exprimé en CrossFit. Alors qu'en gym, Alors c'est pas que, du tout la même chose. C'est pas du alors tout que la tu même chose. verras jamais un mec faire du handstand wall qui a une compétition de gym, tout le monde va dire c'est quoi Non, ce branleur. justement, c'est plutôt à proscrire. C'est plutôt à proscrire et puis c'est les gosses qui font ça, quoi. C'est Ouais, un c'est un, truc de c'est un, gosse. c'est un petit peu ça, ouais. C'est l'apprentissage, le côté un petit peu fun. Après, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une super opportunité pour la gym, l'explosion du CrossFit. Et tu vois, je l'ai déjà dit dans un live précédent, quand on avait fait un live avec Guillaume. J'expliquais, je disais, tu m'aurais dit il y a 1 an et demi, bah, tu vas peut-être débarquer dans le milieu du CrossFit, etc. C'était absolument impensable.
c'était impensable pour la simple et bonne raison que le CrossFit, pour moi, l'expression de la gym dans le CrossFit était complètement délirante. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, si tu es en mesure de critiquer ce qui se passe, bah, pourquoi pas aller voir d'un petit peu plus près et peut-être bah, voir comment tu peux interagir avec cette discipline, ce que tu peux peut-être y apporter en toute modestie. Mais je pense que aujourd'hui, je pense avoir je pense pouvoir revendiquer certaines choses, pouvoir apporter certaines choses à ce milieu-là. Ah, mais c'est certain, je te dis, comme tu l'as dit au début, il y a un gros manque. Et puis même en termes d'attention qui est apportée, moi je le vois, surtout ici, je vois des adhérents, moi qui passent, je me suis déjà engueulé avec des adhérents ou des potes à moi, qui me disent, mais je progresse pas, j'arrive pas à passer les muscle-up, le handstand walk, ça va pas. Et je les vois passer 1 heure et demie en haltéro à refaire du snatch, à prendre le temps de bosser la technique. Et en fait, la Mhm. gym, elle est faite à la fin, tu sais, c'est le truc qui est saupoudré à la fin de l'entraînement. Et il n'y a pas du tout ce travail de posture, etc. C'est pas jamais mis en priorité. Il n'y a pas Exactement, de ouais. recherche sur les fondements. Et puis la gym CrossFit, elle est finie, entre guillemets. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tous les mouvements, bon, ben, tu sais, t'as pas de recherche de plus loin. Alors que Alors l'haltéro, ben, après, les je pense poids que ça montent, montent, va. montent. Je vais peut-être dire une connerie, hein, mais je pense, enfin, par rapport à l'expérience, je pense pas trop me tromper. Je pense que la gym va être amenée à prendre un peu un tournant dans le CrossFit, à l'instar de ce qui s'est passé aux Games. Là, j'ai vu un petit peu Event and stand hold. ouais, la vidéo que vous avez fait sur le résumé un petit peu des Games et avec notamment le handstand hold. Mais pour moi, quand j'ai vu en fait le WOD sortir, j'ai pas compris en fait ce que c'était. Et après, quand j'ai vu, j'ai dit, mais il se fout de la gueule du monde, c'est pas du hold en fait, ça n'a rien à voir avec du hold. Et là, pour le coup, Ouais, j'étais je déçu, moi pense, aussi. et je te rejoins parce que dans la vidéo, dans le débrief que vous avez fait, c'était très intéressant parce que tu parlais de dire, entre le mec qui marche, même si c'est dans un carré d'1 mètre par 1 mètre, bah, ça laisse quand même toujours une capacité à être mobile. Et entre le gars qui a les pieds collés et le gars qui a les pieds écartés, ça n'est plus du tout le même travail. Et je suis persuadé que les résultats n'auraient pas du tout été les mêmes. Du tout les mêmes. Quand j'ai vu la vidéo que tu as fait, là, tu as fait combien de 36, je crois, Ouais, en hold, et là. encore, j'étais pas fait, j'ai entendu, j'ai fait en ciseaux, tu vois. J'ai Ouais, fait, ouais, tu as fait en ciseaux, mais c'est déjà pas la même performance par rapport à ceux qui ont eu la possibilité de marcher. Ta performance est beaucoup plus incroyable que celle d'une David Zotier, etc. Bon, après, voilà, on est un peu plus spécialiste que ces athlètes-là, même si ça reste de grands champions, de grands athlètes. ouais, et puis David Mais, Gauthier, elle a quand même tenu, je crois, 1,10 sans bouger. Alors, c'est celle qui a le moins ouais, bougé. ouais, Je sais pas si tu as ouais, pu ouais, regarder, j'ai pas regardé c'est ce tout en que j'ai détail, mais je vu. crois J'ai qu'elle vu, elle a dû bouger un petit peu, mais bon. ouais, j'ai vu Fraser, je crois, au bout de 10-15 secondes, il commence déjà à bouger, quoi. Oui, oui. Donc voilà, après cette dimension, le problème, c'est que le CrossFit est né dans une mouvance des réseaux sociaux, etc. Et aujourd'hui, on compare énormément. C'est très facile de comparer de l'haltéro. C'est très compliqué de comparer de la gym. Entre le mec, les gens n'ont pas du tout le ratio d'un gars qui va tenir, par exemple, 10 secondes en L-sit au sol et 10 secondes en L-sit aux anneaux. Les Ah, personnes t'as vont se raison. dire, bah ouais, bah il fait le sit. Il tient 10 secondes des deux côtés. Ouais, sauf que le niveau de recrutement musculaire en L-sit aux anneaux, il est stratosphérique par rapport à un L-sit au sol. Le mec qui va faire 110 au bench et le mec qui va faire une croix de fer aux anneaux, ça n'a absolument rien à voir. Alors pour les gens, c'est un petit peu plus marquant. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais les gens qui regardent une croix de fer aux anneaux se disent ouais, costaud le mec. Mais pour une personne lambda, elle va voir un mec benché à 110, 120, qui est pas non plus une performance extraordinaire, mais moi, ça me paraît déjà irréaliste par rapport à mes pecs de bébé. Euh, mais c'est beaucoup plus impressionnant, je pense. C'est beaucoup plus difficile en Ouais, termes d'approche alors qu'une croix de méthodologique. fer, il va te falloir un nombre d'années C'est pas possible pour la passer, alors que le bench à 110, en vrai, en exactement étant en sérieux, s'y en tenant. un an et demi, c'est fait, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que toute la méthodologie, l'approche, la prévention ostéo-articulaire, etc., qu'il va falloir pour faire une croix de fer par rapport à un bench, ça n'a absolument rien à voir. Je l'avais dit dans un live précédent, d'ailleurs aussi dans celui avec Guillaume. On avait fait un jour, quand j'étais en sport-études sur Lyon, on avait fait un test avec, j'étais dans la même classe que les joueurs du loup rugby. Donc le loup rugby qui est quand même voilà, très haut niveau, top 14, etc. Et j'avais des mecs dans ma classe qui benchaient 120, 130 kilos. Et moi, je benchais même pas mon poids de corps. Donc tu vois le niveau du gars. Mais par contre, donc on a fait ce test. Bon, les gars, voilà, ils se foutent de ta gueule. Ouais, machin, t'es pas bon, etc. Je leur dis, bah écoutez, maintenant on va faire l'inverse. On va se retrouver dans la salle de gym et simplement de les faire monter en appui aux anneaux, de tenir les anneaux parallèles et tenir.
Ce qui paraît pas non plus Tu veux dire en extra. support aux anneaux en extension Ouais, sur tout les barres? simplement. Ouais, ouais, exactement. Les anneaux en appui, les anneaux parallèles, voilà, sans bouger. Les mecs, ils ont tenu 2 à 3 secondes. Pourtant, on est vraiment sur de la mobilisation qui est quasiment identique. On est Ouais, sur qui le, recrutent le même groupe musculaire. on recrute le même groupe musculaire. Par contre, ces mecs-là avaient un niveau de force sur un geste mètre qui était monstrueux. Par contre, en termes de coordination musculaire, on les bouffait, quoi. On les bouffait littéralement. Après, c'est normal, c'est des mecs qui ne sont pas entraînés pour ça. Mais ce qui veut dire que forcément, il y a un moment donné, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire être fort, en fait. Je réponds juste à Jérôme Casamento sur les bouquins conseillés autour de la gym. Comme ça, au moins, on répond direct en live, on reprendra le fil de la discussion. Moi, j'en ai Franchement, un. Robin, je te laisse dire. Moi, j'ai pas beaucoup de. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages autour de ça. Exactement ce que j'allais te dire. J'en ai un et malheureusement, j'en ai pas d'autres parce qu'il y en a très peu. Là, mon grand-père, il faisait de la gym à l'armée, donc il m'a offert un vieux bouquin de gym en français, mais c'est pas celui-là le bouquin. En haltéro, il y a un paquet de trucs, c'est incroyable. Ah, Mais c'est un truc de fou. en gym, il y a. Alors moi, le bouquin, alors je pourrais pas vous dire l'auteur. Par contre, le titre, si vous tapez sur Google, vous allez vite le trouver. Ça s'appelle Overcoming Gravity. D'accord, bah tu vois, tu vois, je suis pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui est pas fou. Aujourd'hui, les seuls bouquins qu'on retrouve en gym, c'est des biographies d'athlètes qui résument un petit peu leur vie, qui font un retour sur leur carrière, etc. Mais malheureusement, il y a très très peu de bouquins. Il y avait un bouquin qui avait été écrit, je pourrais pas vous donner le titre, par Roland Carrasco, très intéressant, très connu dans le milieu de l'éducation physique et sportive, et très connu dans le milieu de la gym, puisqu'il a créé une célèbre grille qui s'appelle la grille de Carrasco. Et en fait, ce monsieur a été à l'origine de l'apprentissage par des circuits éducatifs. Donc, apprendre en mettant une méthodologie de circuits d'apprentissage avec une construction de plusieurs petits circuits avec des ateliers à l'intérieur de ce circuit pour amener à la démarche d'apprentissage éducative. Moi, je me suis énormément inspiré de son travail qui a eu un retentissement énorme après dans la gym, qui a guidé un petit peu la gym de manière générale. Et aujourd'hui, moi, j'essaye justement de croiser l'aspect global, pratique globale et l'aspect par travail en circuit éducatif. Et je trouve que le circuit éducatif aujourd'hui est l'une des choses les plus efficientes qu'on puisse avoir en termes d'entraînement. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve vraiment, vraiment dans le milieu de la gym, cette notion de travail par éducatif. Ouais. Donc voilà, Jérôme, pour J'avais acheté une prog en ligne de gym pour me renseigner. Tu dois connaître peut-être, il est pas mal sur les réseaux. C'est l'anglais, Niall Wilson. Tu sais, le Ouais, gymnaste là. Wilson qui a un gym extraordinaire, sur un super gym. Voilà, il a fini, je crois, alors je ne vais pas dire de conneries, mais il a fini médaille de bronze au Ouais, barfix vice-champion, au de Rio. vice-champion ou médaillé de bronze à Rio en barre fixe, qui a un gym en Voilà, plus d'une classe extraordinaire. Moi, j'adore cet athlète. J'adore cet athlète. voilà. Et j'avais pris un peu tous ces programmes pour regarder un peu comment il bossait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Mm. circuits éducatifs, en effet. Mm. Donc, ça Exactement, reprend ouais. ça. Et je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit par rapport à le fait que les gens n'arrivent pas à apprécier la performance en gymnastique. Et je pense que c'est dû à la première chose, c'est que, enfin pour moi, la raison principale, pardon, c'est qu'en haltéro, tu as un chiffre. Tu vois, le poids il augmente sur la barre, c'est le même geste, mais Mm. avec un poids en plus. Donc la progression en haltéro, elle s'évalue comme ça. Par contre, en gymnastique, Exactement. c'est une chaîne de mouvement. Et les gens ne voient pas forcément la relation, comme tu as dit, entre un L-sit au sol, puis un L-sit sur les parallèles, puis un L-sit aux anneaux. Ça, les gens ne le voient pas. Ils ne voient pas pareil. Exactement. Et c'est même pour ça aussi qu'ils n'ont pas envie de le bosser. Parce qu'en fait, un mec qui débarque à Gym, il voit des muscle-up, il ne se rend pas compte au début qu'en faisant des pompes et sur les genoux, en se suspendant à la barre, en faisant des activations scapulaires, que en fait, ça le rapproche du muscle-up, qu'il est sur le chemin. Exactement, ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc, pour moi, la Alors, frustration, elle vient aussi de ça. Mais après, ça, pour moi, c'est à nous je pense, de mettre en ouais. place cette visualisation. J'ai même pensé, moi, tu vois, on m'a suggéré l'idée, je trouve que c'est une super idée, c'est de mettre en place à la salle des espèces de planches où tu as, par exemple, la planche muscle-up, et en gros, tu as le muscle-up à la fin, et avant, tu as tous les mouvements qui Mhm. conditionnent la réussite du muscle-up, un peu comme une chaîne de progression, Ouais, comme des poids. c'est tout à fait ça. Ben, en fait, c'est un petit peu l'esprit de Roland Carrasco, hein, qui avait mis un petit peu cette démarche éducative. Alors après, ça peut être c'est très intéressant dans la globalité. Après, le problème qu'on a avec les athlètes en CrossFit et l'humain, je dirais même plus en général, parce que c'est réducteur de dire l'athlète de CrossFit, mais l'humain en général, c'est qu'en fait,
chaque personne pense que la progression est la même pour tout le monde. Et ça, justement, c'est ce qui fait la grosse différence entre la gym et l'haltéro. C'est que la gym, il y a un besoin de coaching individuel qui est absolument énormissime. Pour la simple et bonne, enfin, je vais essayer d'expliquer, de rentrer un petit peu plus en détail. Manu, je rebondis sur le commentaire que Manu a mis, qui est une superbe amie sur la Savoie, qui est entraîneur de gym aussi et qui est crossfiteuse. C'est vrai qu'il y a aussi pas mal de barrières affectives en gym qui font que ça peut créer des rebuts pour certaines personnes. Pour revenir à ce que je disais, la notion d'individualisation, elle est hyper importante en gym. Pourquoi? On a des méthodologies en haltéro. On sait que pour faire de l'hypertrophie, on sait qu'on va être sur tant de séries, on sait qu'on va être sur tant de répétitions, tant de temps de récupération. On sait qu'il y a une base en fait d'exercice qui est relativement réduite. En gym, on est sur un panel d'exercices qui est tellement large qu'en fait, il n'y a pas une méthodologie, mais il y a des centaines et des centaines de méthodologies. Pour essayer d'illustrer un petit peu ce que je suis en train de dire, moi j'entraîne un groupe de jeunes filles qui évoluent entre la plus jeune à 6 ans et la plus ancienne à 14 ans, sur un groupe qui est destiné à être sur la compétition de performance, donc qui s'entraînent 5 fois par semaine, qui sont entre 10 et 15 heures d'entraînement semaine. Et je me retrouve avec des gabarits qui sont complètement différents, avec des fibres musculaires qui sont complètement différents. Salut Marin. Avec des fibres musculaires qui sont complètement différentes, avec des repères affectifs qui sont complètement différents. Donc la méthodologie est vraiment, vraiment ultra différente. Je te prends l'exemple entre un mec, tu vois, comme Marin qui vient de rejoindre le live, par rapport à sa morpho, ou par rapport à ta morpho à toi, ou par rapport à ma morpho à moi. Moi, je fais 1m82, j'ai des segments qui sont immenses. Donc, autant te dire que tous les éléments de force, pour moi, ça a toujours été un calvaire en gym. Pourtant, je fais la gym depuis. Tu as une amplitude qui est beaucoup plus importante que la moyenne. De toute façon, les gymnastes, c'est exactement ça. C'est des manchots presque. Hein, ouais, en gros, la moyenne des gymnastes olympiens, c'est entre 1,65 et 1,70 maximum. Et le poids, c'est pareil, c'est entre 57 et 65 kilos pour les gros. Ouais, c'est ça. Après, les spécialistes aux anneaux sont peut-être un petit peu plus lourds. Tu vois, on doit avoisiner les 70, mais c'est déjà pour des athlètes qui, tu vois, D'ailleurs, tu me permets, je te coupe un peu entre les ouais, je fais une aparté. Mon formateur en BPGEPS, on parlait un peu, il me disait que, parce que je lui ai expliqué que je voulais coacher un peu de la gym et je venais du breakdance. Et en fait, il connaissait un des coachs en équipe de France à l'INSEP. Il me dit, mais le mec, il m'a dit, moi, ceux qui préfèrent regarder, c'est les grands. Et il me dit, du coup, je lui ai demandé, c'est quoi les grands? Il me dit, les grands, c'est 1m65. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est ça, et en fait, c'est parce qu'il y a forcément, il y a plus d'amplitude, le geste est plus visuel, mais bon, voilà, du coup, c'était juste un petit aparté. Ouais, non, mais t'as raison. Pour moi, le coaching, il doit être vraiment individualisé. Je vais te laisser reprendre après, mais moi, par exemple, je n'accepte pas les coachings à distance pour cette raison-là. Moi non plus. Je reçois des demandes assez régulièrement, et en fait, à chaque fois, je refuse. J'en ai déjà accepté quelques-unes au début, et ça n'a jamais abouti. J'étais pas satisfait parce qu'en fait, j'ai besoin de voir la personne. J'ai besoin de voir, et puis surtout pour des mouvements comme du handstand hold ou des trucs comme ça, tu sais, c'est pas avec des vidéos que je vais te corriger en fait. Ouais, bien sûr. Alors moi après, je fonctionne un petit peu comme ça, mais par contre, je suis sur 4-5 clients maximum sur une année. Pour la simple et bonne raison, c'est que là, je suis plus sur de la programmation individualisée. Et après, on essaye de faire, les personnes avec qui j'ai commencé, on a fait vraiment des cycles de renforcement, etc. Là, on va commencer les choses un petit peu plus techniques. Et sur ces choses un peu plus techniques, là, on va faire les séances en visio. Mais c'est vrai que c'est pas forcément le plus simple et le plus adéquat. Donc, c'est pour ça que moi, je me réduis vraiment au nombre de personnes et que je mets plutôt en place du séminaire. Malheureusement, ça a été compliqué. J'avais 4 séminaires de prévus sur ce début d'année. Tous ont été annulés, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça va rejoindre un petit peu aussi ce que je disais tout à l'heure. Le coaching gym aujourd'hui, le plus important, ça n'est peut-être pas forcément la méthodologie, ça n'est peut-être pas forcément les exercices qu'on va mettre en place, mais surtout, ouais, voilà, mais c'est surtout faire comprendre aux individus l'intérêt du travail. Tu vois, j'ai passé un mois chez Guillaume cet été dans sa box du côté de hier à Exceed. Pourtant, Guillaume, c'est quelqu'un de très calé, de très pointu dans les domaines dans lesquels il travaille.
et c'est le cas aussi en gym. Mais tu vois, en rediscutant avec les adhérents, je leur apportais une autre vision. Pas forcément une vision qui est meilleure, mais une vision différente, une approche différente, avec une explication et une interaction qui va être différente. Et c'est là qu'on voit en fait que c'est pas du tout en fait l'exercice ou le nombre de répétitions en lui-même qui va faire la différence, mais c'est le niveau d'implication qu'on va pouvoir mettre chez les gens, le niveau de coaching qu'on va pouvoir mettre. Là, j'insiste vraiment sur le niveau de coaching qu'on va pouvoir proposer. Et malheureusement, aujourd'hui, je pense, même ceux qui ont fait CrossFit gymnastique, qui visiblement est l'une des meilleures formations proposées par CrossFit, c'est pas en un week-end. Bon bah voilà qu'on arrive à développer. On a les fondements, on a les exercices, etc. Ça te Mais met je sur le pense chemin, que c'est tout. exactement, voilà, ça Ça te met donne sur le chemin. ça donne une idée de ce qu'il est possible de faire, de mettre en place, etc. Mais ça ne donne pas le coaching. Et c'est pour ça que je pense que notre expérience et notre niveau d'expertise, que ça soit le tien, que ça soit celui de Jess, que ça soit celui des sœurs Andréani, l'expérience et l'expertise qu'on a pu développer en tant que pratiquant, elle est absolument irremplaçable. Autant sur certains sports, tu vois, je vais peut-être dire là encore une connerie, mais je pense pas me tromper. Je pense qu'en haltérophilie, tu vois, il suffit pas d'avoir pratiqué. Je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir pratiqué à un très bon niveau. Si on a une bonne vision, une bonne manière de voir les choses, etc., si on a un bon sens de l'analyse, je pense que c'est suffisant. Après, bien entendu, il faut se former de manière régulière sur l'évolution, sur les méthodologies, etc. Mais je pense que ça peut être suffisant. Bien entendu, il faut avoir pratiqué, ça me semble indispensable. Mais je pense que le ressenti, et là Manu, je te rejoins tout à fait sur le fait de faire ressentir les choses. Si tu n'as pas ressenti ce que c'est que de faire un handstand hold, d'avoir un niveau de tension dans le corps, d'avoir un niveau de gainage énorme, tu ne peux pas le transmettre. C'est indéniable. C'est indéniable. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est impensable, quoi. Alors, je pense que il n'est peut-être pas nécessaire d'être aussi bon en haltéro. Pour reprendre un peu ce que disait mon associé Louis, il dit en fait, au bout d'un moment, tu connais la méthode, tu connais les rémédiations techniques quand tu as tel ou tel défaut. Il dit en fait, ce qui évolue, c'est ton œil. Exactement. Ton œil s'affine, etc. Tu vois des choses. Moi, par exemple, je sais que j'aime beaucoup l'haltéro, donc je regarde pas mal. J'arrive à remarquer les défauts chez certaines personnes, mais dès que j'arrive sur quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, je vois plus rien. Alors que Louis, par contre, lui, il voit énormément de choses. Donc oui, de ce point de vue-là, peut-être. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est handstand, en fait, comme c'est beaucoup de travail de sensations, Mm. si tu les as pas eu, ces sensations, tu peux pas C'est les difficile à exprimer. En plus, elles expliquer. sont hyper Ouais, dures à c'est exactement exprimer. ça. Moi, le mouvement que j'aime le plus coacher, et en même temps qui a été ma bête noire à coacher, pourtant c'est ma spé, ça c'est là où j'étais le meilleur, je pense, c'est tout ce qui est handstand hold. Et c'est Ah super ouais, dur ouais, d'expliquer à bien quelqu'un sûr. toutes les. Tu sais, je leur ai expliqué, je démarre à chaque fois, je leur donne plein d'infos. Et au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, j'en donne trop. Et du coup, j'ai réduit. En fait, je dis, bon, là, vous allez voir plus tard, vous allez sentir ça sur les mains. Mais c'est pas pour Mm. tout de suite. Après, vous allez Ouais. sentir ça dans les épaules. Après, vous allez sentir ça, mais en fait, tu crées un panel de sensations. Et ça vient par le travail aussi, la répétition. Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait, en gym, si tu peux pas, le cordonnier mal chaussé, ça marche pas. Ouais, je pense que tu as tout à fait raison. Et moi, je vois, tu vois, j'ai eu l'occasion également d'aller encadrer dans d'autres sports, notamment dans la moto, dans le vélo, à très haut niveau, hein. J'ai eu des athlètes de niveau mondial. Je me suis rendu compte qu'il y avait une pauvreté dans l'analyse du geste, dans l'analyse de leur discipline. En fait, c'est des mecs qui baignent tellement dans leur sport, qui pensent que parce que la plupart sont entraîneurs parce qu'ils ont été soit pilotes avant, etc. Mais des mecs de très très haut niveau, des mecs qui sont champions du monde, qui ont fait le Dakar des dizaines de fois, etc. Mais qui prennent trop finalement leur expérience en termes de ressenti, de méthodologie, et veulent l'appliquer à tout le monde. Et je pense que c'est là où on en arrive aussi à la limite du mec qui a des fois été très bon athlète, mais qui sera peut-être très mauvais entraîneur. Ou du mec qui va être très bon entraîneur, mais qui aura peut-être pas forcément été un très bon athlète. Moi, j'estime pas avoir été un super athlète. Par contre, je pense être un bon entraîneur. Mais Pas je pense que forcément. Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y, Ouais, termine, je excuse-moi. te, je te- je te disais pas forcément parce que j'ai le sentiment d'être meilleur que les autres, tout simplement parce que je suis un passionné de l'entraînement en lui-même. Il y a des centaines d'autres entraîneurs qui sont bien plus compétents que moi, c'est certain. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs coachs.
Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y en a beaucoup qui, et ça rejoint aussi des propos que vous avez tenus dans plusieurs de vos podcasts en disant, attention, c'est pas parce que tu es passionné par ton sport que tu seras forcément bien le transmettre. Moi, je suis un passionné avant tout de l'entraînement dans sa globalité. C'est-à-dire que tu me balances dans n'importe quel sport. J'adore être à la recherche d'optimiser le sport, d'optimiser la discipline, d'essayer de trouver sans arrêt des choses qui vont faire évoluer la discipline, qui vont faire évoluer l'athlète dans sa discipline. Et tu te rends compte que quand tu vas dans d'autres disciplines, les mecs s'arrêtent sur des choses hyper empiriques, en fait, où c'est comme ça depuis des années. Pourquoi on ferait différemment? Bah, Ouais, peut-être parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant. Tu vois, moi, là, pour l'anecdote, depuis le début de l'année, je fais squatter mes petites 4 fois par semaine. ouais. 4 fois par semaine. Tout le monde me dit, ouais, mais c'est n'importe quoi. Non, mais les mecs, ouais, ok, super. Je me suis déjà Ça m'a entouré toujours surpris qu'il n'y ait pas de squat dans la gym, pour être honnête Bah, avec toi. J'ai toujours et été bah, surpris et que dans la bah, mythologie, il n'y ait pas de squat. alors, tu vois, je vais répondre à ta question parce que du coup, pour le coup, moi, c'est quelque chose que j'aurais pas forcément fait dans le passé. Et on en a beaucoup discuté avec Guillaume. Et du coup, il m'a convaincu de l'intérêt que ça pouvait avoir pour ma discipline. Et ne maîtrisant pas le squat, eh ben, j'ai pris le temps pendant un mois là, d'apprendre avec lui, de lui demander conseil. Là, tu vois encore, quand je suis encore dans le classique, bon, bah, là, le confinement fait que ça ralentit un peu les choses. Mais en tout cas, on a mis en place des choses, on a mis des protocoles de renforcement, parce moi je travaille avec des enfants, avec des très très jeunes athlètes. Donc les très jeunes athlètes, toutes celles qui sont toutes 10 ans, on a fait que du squat, tu vois, à vide, juste sur la méthodologie, sans barre, sans rien, etc. Mais sur les plus grandes, on est sur des gains, mais qui sont ultra significatifs, et des gains même sur lesquels je ne m'attendais pas forcément. Je me suis rendu compte qu'elles avaient énormément gagné en équilibre sur le travail en poutre. Parce je les ai fait squatter pieds nus, parce qu'on a fait du travail d'activation podale, etc. Donc, elles sont beaucoup plus performantes sur l'équilibre. Et puis, en termes d'explosivité, en termes de force, je t'en parle même pas. Ouais, J'ai vraiment halluciné. Mais ouais. parce que j'ai fait la démarche de pousser le truc un petit peu plus loin et de pas de me dire, ouais, mais de toute façon, le squat lourd, en gros, on n'en a jamais fait dans la gym. Donc, ça doit servir à rien. Bah, on va essayer, puis on verra, quoi. Et en réalité, bah, je suis super content de l'avoir fait. Je suis super content d'avoir pris ce risque. Et pourtant, Dieu sait s'il y en a un paquet qui m'ont critiqué. Sauf qu'aujourd'hui, et ben, les résultats sont là et je peux argumenter pourquoi on a mis ça en place et comment. Ben, je vais essayer de revenir un petit peu alors, sur tout ce que tu as dit du coup. Ouais, Tu parlais du fait de ne pas forcément être le meilleur athlète, mais être meilleur coach. Moi, je ouais. suis convaincu que les gens qui sont des bons coachs ne sont généralement pas des très bons athlètes parce que n'ayant pas été des bons athlètes, ils ont dû se creuser la tête, C'est trouver des exactement ça. solutions. Et Mm. le fait d'avoir trouvé des solutions pour eux-mêmes fait qu'ils sont capables de. Après, bon, il y a tout un travail, la transmission, c'est quelque chose. Mais moi, je sais qu'en fait, je me suis posé des questions par rapport à mon apprentissage parce que j'avais pas de facilité, contrairement à certains de mes potes qui faisaient du break. Bien, Donc, du coup, bienvenue au tu mets en club. place des stratégies, tu recherches, tu regardes des tutos, tu t'expérimentes. Et donc, du coup, après, bah, forcément, quand tu vois quelqu'un qui passe par là, bah, tu es capable de transmettre et de dire, bah, tu vois, là, en fait, tu vas passer par cette étape-là, cette étape-là. Alors que celui qui l'a, pas du premier coup, des personnes n'avaient du premier coup en gym, mais celui qui passe par 3 étapes au lieu que toi, tu es passé par 8, bah, toi, tu Mm. es capable d'avoir une pédagogie beaucoup plus profonde et beaucoup plus développée. Pour ce qui est de. Pareil, tu parlais des mecs en sport. Pour moi, en fait, la gym et le breakdance, c'est pareil, ça te donne la culture du mouvement parfait. Ah Ton ouais, œil, il c'est voit les clair. trucs. Moi, je Mm. sais parce que Que des fois, je personne me voit filme. d'autre. Moi, encore hier, ma copine, elle me filmait sur des mouvements. D'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec le dernier point que tu as fait. Et je regardais la vidéo, elle me filmait et je dis, ah, c'est pas beau là. Et elle me fait, ben, je vois pas la différence avec le d'avant. Je fais, bah, là, en fait, tu vois, mon genou, il est un peu plus plié. Mon pied, il devrait être comme ça. Et puis là, je suis pas assez ouvert. Et en La fait, il y a finesse de plein de l'analyse, petites ouais. nuances. Et même moi, ça me surprend. Et là, je sais que mon œil, il n'est pas encore assez aguerri. C'est quand je regarde des compètes de gym et je Mm. vois que le mec, il prend des poids en moins alors que j'ai rien vu. Mais tu sais J'ai que rien vu sur les détails qu'il peut y avoir. je te coupe juste 2 secondes. Franchement, moi, tu vois, qui est plutôt une bonne connaissance de la gym, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine et j'adore la gym vraiment bien faite. Je suis vraiment un estate de ouf. C'est ma réputation de. Moi, j'ai vraiment beaucoup loupé de compétition parce que j'ai toujours voulu en faire plus, mais être vraiment dans des choses complètement atypiques, etc. Qui fait que, ben, il y a un moment donné, j'avais pas forcément un contenu toujours super stable, mais je suis absolument d'accord avec toi et ça s'entraîne vraiment. Ça s'entraîne de manière quotidienne. Ça s'entraîne au quotidien, pardon. La vision, l'œil, le regard, etc., c'est quelque chose qui s'entraîne complètement. Je te laisse reprendre, je suis désolé, du coup, je t'ai Ouais. coupé. Donc voilà, et quand tu vas voir des mecs d'autres sports, etc., où
on est plus sur des sports entre guillemets quantitatifs. Ça veut pas dire que c'est pas de la qualité, mais on est plus sur une notion de volume. Quand toi, tu arrives avec cette approche-là, forcément, tu es un peu incompris au début. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'engueule les gens pour des trucs, sur des détails à la con. Ça doit t'arriver souvent si tu fais le public CrossFit. Ouais. Les quadriceps contractés, les pointes de pied en extension. Tout le temps. Ça, tu peux le répéter tout Ouais. le temps. Ça fait des points. Et les gens ne le voient pas, ça. Ou alors, tu sais, tu Ouais, demandes à ouais. quelqu'un de faire un hollow rock. Tu as la moitié des mecs qui sont, alors que tu le précises, hein, tu peux le montrer. Les pieds. Tu as la Ouais. moitié des mecs qui vont faire un hollow rock avec une légère flexion au niveau du genou, comme ça. Puis nous, c'est C'est pas tellement possible. chez nous, c'est tellement ancré et automatisé. Moi, je sais que je le dis souvent, et là, ça rejoint exactement. Enfin, tu vois, je pense qu'on a vraiment eu le même parcours. Moi, quand j'ai commencé au centre départemental, pas bien loin de chez moi, et notre entraîneur nous a dit le premier jour qu'on est arrivé à l'entraînement, qu'on a commencé le parcours un petit peu de performance, si tu veux, il nous a dit vous êtes 15, à la sortie, il en restera 2. Bon, il avait raison. Et sauf que je l'ai eu il y a quoi? Il y a un an de ça au téléphone et on a eu une super discussion pendant moins de 2 heures. Et il me dit, tu sais que je n'aurais jamais mis un copec sur toi. Et c'était hyper étrange qu'il me dise ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais parce qu'en fait, tu étais celui qui avait le moins de qualité en termes de force, en termes de technique. Je suis pas du tout acrobate, donc forcément, tu imagines bien pour la gym, c'est un peu compliqué. Mais par contre, il y avait une chose. Il me dit que j'avais sous-estimé, c'était ton niveau de résilience et ta capacité de travail et de te dépasser et surtout de croire en toi. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes athlètes. Je suis un entraîneur je suis vraiment extrêmement exigeant, hyper dur avec les athlètes que j'entraîne. Mais par contre, je veux les mettre dans cette culture du travail et dans cette culture de l'exigence. Donc, c'est-à-dire, tu vois, les gamins aujourd'hui, quand ils te disent, ouais, j'ai peur. Moi, aujourd'hui, je peux te dire, OK, je comprends, je sais ce que c'est que d'avoir peur. Moi, j'y suis passé. Par contre, je sais aussi ce que c'est, pardon, d'aller au-delà de la peur. Et Ouais. ça, je pense que c'est un truc, si tu n'y es pas passé, c'est difficile à expliquer et je te rejoins complètement. Il vaut mieux avoir finalement été un athlète un peu moyen avec zéro qualité. Parce que quand tu as eu zéro qualité, eh ben, tu sais ce que c'est que la rigueur, tu sais ce que c'est que le travail et tu sais ce que c'est que le niveau d'exigence. Et tu peux y aller dans tous les sports où les mecs ont eu du talent. Je pourrais pas te donner des exemples comme ça, mais en tout cas, c'est le constat que j'ai fait un jour, c'est que tous les athlètes de très grand talent, je dis pas qui ont été les meilleurs, mais de très grand talent, n'ont jamais été de très bons entraîneurs. Et à côté de ça, les très bons entraîneurs ont toujours été des mecs qui peut-être avaient du talent, mais qui à côté de ça étaient des très très gros travailleurs, des très gros bosseurs. Et là, ça rejoint parfaitement ce que tu disais justement tout à l'heure, quoi. Ok. Et je veux du coup après repartir sur ce que tu parlais du squat. Moi, c'est vrai que ça m'a surpris parce qu'en fait, moi, j'ai découvert un peu toute la gym suspension en même temps que tout l'aspect force quand j'ai démarré Mhm. un peu. Parce qu'en fait, je faisais du break et je suis allé dans une salle de CrossFit indirectement. En fait, c'était une salle qui faisait musculation et CrossFit parce que je m'étais blessé et que je pouvais pas. Donc, je me suis mis à faire du squat et j'ai découvert la gym en même temps, un peu tout cet aspect-là. Et je me suis dit, mais pourquoi les mecs ne squattent pas? Parce qu'en fait, moi, je me dis juste un truc, c'est que chaque sport, en fait, c'est le contenant d'une leçon. Et pour Ouais, moi, c'est exactement ça. Ouais. la plus grande leçon que te donne la gym, il y en a d'autres, hein, mais la plus grande leçon, c'est la coordination, la maîtrise. La coordination motrice, Exactement. si tu veux la développer, il n'y a pas meilleur sport que la gymnastique pour développer la coordination motrice. Ça, c'est Et ça ne certain. veut Ouais. pas dire que tu dois faire que ton sport. Et si Mhm. tu veux, et d'ailleurs, la preuve, c'est que l'haltéro, c'est dans beaucoup de sports. Pour moi, si tu veux développer ta vitesse et ton explosivité, le sport qui contient cette leçon-là et qui le représente le mieux, c'est l'haltérophilie. Mhm. Tu n'as pas plus explosif et plus Je suis d'accord avec toi. rapide qu'un haltérophile. Tu peux pas faire plus que ces mecs-là. Il y a des mecs qui sautent avec des barres. Ouais, ouais, non, Donc, c'est et en vraiment, fait, c'est moi, vraiment j'ai incroyable. toujours été surpris de me dire que, surtout qu'en plus, je me suis dit, bon, je sais bien que le truc rebondit en gym, mais quand même, il y a une partie pliométrique qui est énorme avec tout ce qui est acrobatie. Et je me Alors, suis tu vois, toujours moi, demandé pourquoi c'était pas. Parce que tu sais, je regarde beaucoup de gymnastes anglais, Mhm. américains, je regarde un peu leur prépa, etc. Bah, les mecs, ils squattent pas, quoi. Alors, ce qu'il faut Ou savoir, très c'est peu. que moi, je vais te rejoindre vraiment là-dessus. Tu vois, moi, pourquoi j'en suis arrivé au squat aussi, et je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo que je vais faire, parce que beaucoup de gens me demandent, mais ça sert à quoi de faire squatter? Est-ce que c'est pas dangereux avec des enfants, etc. Non. Encore une fois, il faut que ça soit très méthodologique, très suivi, pointu, etc. Moi, je m'entoure de gens pointus dans le domaine. Je demande à Guillaume. Je sais que quand j'ai un doute, je demande aussi à Aurélien Broussal, qui est un spécialiste dans le domaine. Des références, quoi, des mecs qui sont des références. Quand j'ai un doute, bam, je demande, etc. Voilà. Et en fait, j'en suis amené à faire squatter les petites pour la simple et bonne raison, c'est que ça faisait 2 ou 3 saisons
où je faisais faire de la plio, etc. Et sauf qu'on sait que de la plio chez des enfants, quand ils sont en pleine croissance, et ben, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et en fait, je me suis rendu compte que ce problème de plio, il allait Attends, falloir. je peux pas te couper, je peux pas te couper 2 secondes. Et puis Ouais, faire de la plio sans avoir fait de la force avant. c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ouais. Alors après, chez les enfants, c'est aussi compliqué de développer la force parce qu'ils sont en pleine période de croissance, etc. Nous, la gym, on est dans une discipline à maturité extrêmement précoce. Donc voilà, il faut arriver à développer ces qualités-là. Et du coup, il y avait pas mal de petits pépins, tu vois, des petites tendinopathies, des petits soucis de croissance. Et là, depuis le début de l'année, qu'on squatte 4 fois par semaine, c'est-à-dire depuis début mi-août, je n'ai absolument aucun pépin. Mais quand je te dis aucun pépin, j'ai plus une gym qui se plaint de ses genoux, plus une gym qui se plaint de ses chevilles, des gains en explosivité, des gains. Donc après, on peut me raconter la messe, on peut me raconter n'importe quoi sur ouais, mais tu comptes mettre des charges sur les épaules d'un enfant. Ouais, mais en fait, c'est contrôlé. Arrêtez de penser qu'on fait n'importe quoi que je suis à la chasse. En fait, les gens, ils me voient squatter tous les jours et ils se sont dit, putain, le mec, ça y est, ça lubie, ça l'a pété de squatter tous les jours, il fait squatter ses gamins tous les jours. Mais non, en fait, il faut bien se mettre en tête qu'un enfant, c'est pas un adulte en miniature. C'est plutôt l'inverse. L'enfant est un adulte qui a grandi. C'est vraiment une chose sur laquelle il faut vraiment penser. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivé à faire squatter mes gamins. Et pour rejoindre ce que tu disais, où tu me disais, je regarde beaucoup les Américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Américains, dans la méthodologie d'entraînement, ils sont absolument mauvais. Mais j'insiste sur le fait mauvais. Ils sont énormément sur un travail extrêmement empirique, c'est-à-dire sur de la répétition, de la répétition, de la répétition. Mais en fait, ils ont tellement un volume d'athlètes qui est énorme. C'est comme les Chinois, ils peuvent se permettre d'être dans des volumes qui sont absolument délirants. Aujourd'hui, la plupart De toute des façon, entraîneurs. ils prennent 10 athlètes, ils en cassent 9 et le dernier est champion. C'est Ouais, tout. ouais, mais c'est exactement ça. Et vu aux États-Unis, ils jouent beaucoup sur la motivation et sur l'émulation par le système des universités, par le système des bourses, etc. Mais pour revenir à ce que je disais, c'est que les entraîneurs aux États-Unis, il y a beaucoup d'entraîneurs aux États-Unis qui ne sont pas américains, qui sont soit il y a des Roumains, il y a aussi des Français. Les entraîneurs les deux entraîneurs de Simone Biles, c'est deux Français. C'est deux Français. Donc Simone Weil, c'est l'américaine, là, la meuf qui a fait ouais, Gun, en c'est fait, ça. c'est celle-là. C'est exactement ça, ouais. Donc D'ailleurs, la Simone. stratégie des meufs, ça me fait rire un peu ce côté chorégraphique. Tu sais, on a l'impression que ça fait l'émulation, mais en fait, c'est parce qu'ils mettent Beyoncé et que la meuf, elle fait. Ouais, c'est un Après, peu c'est ça, ouais. super cool, hein. C'est un peu Mais ça. Bah, le côté j'accroche moins, américain. tu vois. Ouais, bah ça, après, Ouais. c'est une autre vision, tu vois. Moi, je suis content d'avoir une sœur qui se débrouille très bien dans les aspects chorégraphiques et qui fait les chorégraphies à mes petites. T'imagines bien que moi, le milieu de la danse et le milieu de la choré, c'est pas trop mon délire. Bah, pourtant, Donc moi, voilà, c'est bien, tu vois, justement. Pourtant, bah, moi, c'est je bien, pourrais, mais c'est juste je que. pourrais peut-être te faire appel, qui sait. Mais, Donc ouais, ouais. je suis d'accord avec toi. Les aspects chorégraphiques, les aspects artistiques, bon bah voilà, c'est un autre délire. Mais quand tu regardes, tu sais, en France, pendant des années, on a été sur le fait de dire, bah il nous faut des gyms qui sont toutes cuss, le rapport poids-puissance le plus élevé possible. Et puis pendant des années, il y a des gamines qui ont été dans l'anorexie, etc. Là aujourd'hui, il y a des affaires qui sont en train de sortir dans les différents pays au Il n'y a niveau de pas eu la bouffe, il y a pas eu etc. un reportage Netflix là-dessus, là, Ouais, si, justement? chez les Américaines. Alors, chez les Américaines, c'est encore plus délirant. C'est sur les abus sexuels, etc. Là, c'est vraiment quelque Ok, chose de d'accord. hardcore, J'avais hardcore cru de ouf. comprendre qu'il y avait un. Mais il y a eu des soucis, hein. Je sais que chez les Britanniques, notamment, en France, il y a eu des problèmes aussi par rapport à ça, par rapport au fait que le contrôle sur la nutrition était parfois extrême, voire même délirant, voire même incontrôlé parce que on racontait tout et n'importe quoi. Et puis jusqu'au jour où on s'est rendu compte que les Américaines, ça fait 15 ans qu'elles sont sur le toit du monde de la gym et que la sortie, quand tu regardes leur gabarit, c'est des sacrés cubes, quoi. Donc, ce qui veut pas dire qu'à un moment donné, il faut prendre que des petites qui sont toutes petites et toutes fines, quoi. Bon, Simone Biles, c'est vrai elle est très petite, mais à côté de ça, quand tu vois le gabarit qu'elle a, je pense Ouais, que Simone les Biles, gym elle meufs, elles ont squatte tous des les jours. sacrés cuissots, hein. Ah ouais, c'est monstrueux, c'est énorme. Il y a des nanas qui ont des plus grosses cuisses que les gars, hein, pour te dire, hein. Bon, après, Ouais, ça bah, de vient toute façon, aussi. les gars, ils ont pas de cuisses en vrai. Alors après, voilà, ça vient aussi des Ça contraintes de va mieux, l'activité. mais. Ouais, après, ça vient des contraintes de l'activité aussi. Tu vois, chez les filles, on est à 80, allez, 80% du temps sur les jambes, sur les membres infs, alors que chez les gars, on est à 80-90% du temps Ah oui, mais de toute sur. façon, pour moi c'est un Voilà. lest, hein, les cuisses, hein, les grosses Ah, cuisses, c'est un exactement. lest, hein. Exactement. Et tu vois, moi, c'était un petit peu la question que je me posais de me dire est-ce que de squatter tous les jours, là, ça fait 2 mois que je squatte vraiment tous les jours, 7 sur 7. Et c'était la question que je me posais. Et tu vois, en fait, j'ai pas de problème. Ça m'a pas trop impacté dans ma gym. Et par contre, au sol,
moi qui étais vraiment une chips au sol, bah, je sens que maintenant, quand je frappe, ça résiste. Je suis moins dans l'appréhension parce que je sais que Non, puis ça j'ai tient, quoi. regardé, j'ai regardé, j'ai regardé un peu tes vidéos. On est gaulé un peu de la même manière. On est très longiligne, on a des longues jambes, Exactement. des longs bras. Et toi, si tu fais du squat, en fait, tu vas prendre au niveau du carré des lombes et des fessiers, en fait. Tu vas pas prendre dans les Exactement. jambes, surtout. C'est exactement Tu vas ça. prendre, C'est exactement ça. tu vas avoir la tension qui va partir dans les fessiers. Donc, tu vas pas te lester tant que ça. Et surtout, je pense, t'as pas un profil à hypertrophier. Enfin, genre, il y en a pour hypertrophier. Enfin, tu sais, ils regardent un truc, ils prennent 3 kilos. Ils regardent un paquet de Ouais, c'est muscles, ils prennent exactement 3 ça. kilos. C'est Moi, c'est exactement ça. l'inverse. Je saute un repas, je me mets une caisse et puis je pars en vacances 3 jours, j'ai perdu 2 kilos, quoi. Ouais, Peut-être deux c'est un ou peu 3 ça. kilos. Bah, ouais, c'est exactement ça. Après, on revient sur les morphotypes, etc. Tu vois, moi, je suis pareil, je suis un nerveux, donc je t'explique même pas mon métabolisme, à quel point il crame à mort. Mais donc, du coup, pour revenir au gabarit, voilà, et encore une fois, il faut avoir cette intelligence et ce recul. Et moi, tu vois, je pars toujours il y a des gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit, on comprend pas que, on a du mal à comprendre que t'aies pas une envie d'aller entraîner dans une structure de haut niveau. Déjà, peut-être que je n'en ai pas les compétences, ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, si proposition m'était faite, je pensais que j'adore avoir des athlètes atypiques et j'adore la notion de club pour ça. Parce qu'en fait, t'as tout le monde en fait dans un club. T'as tout le monde dans une structure entre guillemets club classique. Alors que dans un pôle, t'es déjà sur le recrutement d'athlètes qui ont déjà des super qualités, des super compétences, etc. Je dis pas que c'est pas un kiff. N'importe quel entraîneur rêverait d'entraîner des athlètes de classe mondiale ou olympique. Mais il se trouve qu'en gym, bah voilà, il fallait entraîner dans une structure de haut niveau, dans des pôles France, etc. Et moi, ce que j'adore, ça revient vraiment à la notion de l'entraînement. C'est avec des personnes aux qualités complètement atypiques, aux qualités des fois quasi inexistantes, et ben d'arriver à en faire quelque chose. Et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que j'adore le CrossFit aussi. C'est parce que monsieur et madame tout le monde débarquent dans une salle de CrossFit. Des fois, certains n'ont jamais fait de sport et se disent, bah tiens, je vais faire du snatch. Tiens, je vais faire du clean. Tiens, j'ai décidé, je vais faire du handstand. Et je trouve ça absolument génial. C'est juste incroyable. Quand tu vois des pélos qui ont 40 ans qui te disent putain, moi, mon rêve, c'est d'arriver à tenir 2-3 secondes sur mes mains, ça serait génial. Mais tu te dis, c'est génial ça. Moi, ça me fait presque plus kiffer d'entendre ça qu'un gamin qui te dit ouais, je viens de faire un double salto arrière. Ouais, bon, bah voilà, banal. Non, non, en fait, c'est pas banal. Tout le monde ne fait pas un double salto arrière. C'est pas quelque chose de banal et classique. Mais tu vois, la performance, encore une fois, bah, tout dépend où on place le niveau de performance et d'appréciation du geste. Mais moi, quelqu'un qui me dit à 40 ans que j'ai envie d'apprendre à marcher sur mes mains, je trouve ça absolument génial. Bah, c'est sûr que même si ça n'a pas autant redoré le blason de la gym autant que ça a fait pour l'haltéro, le CrossFit a eu le mérite de remettre en avant ces deux sports-là. Mm. Mais je pense aussi que la gym est moins mise en avant parce que d'ailleurs, en haltéro, les mecs n'ont pas eu peur de faire du business. Exactement. Et la gym, c'est pas le cas. Les mecs n'ont pas eu peur de se dire bon, bah, il y a un marché. Pourquoi, même si je suis spécialisé dans l'haltéro pour les athlètes de haut niveau, pourquoi est-ce que je n'irais pas mettre mon nez là-dedans, dans l'adhérent, enfin, dans le néophyte pour le faire progresser à leur échelle. Et en fait, j'ai l'impression que les gyms, ils n'ont pas du tout voulu faire ça, ça les a pas intéressés. Alors, je suis pas sûr que ça soit, tu vois, moi, pour te rejoindre, ça rejoint vraiment la démarche que moi j'ai eue. Je suis pas sûr que ça soit forcément un problème d'intérêt, mais peut-être plus un souci de culture. Tu vois, pour moi, ça a été compliqué quand on a commencé à travailler avec Guillaume. Guillaume, il me fait, putain, tu sais, tu devrais faire de la programmation sur des trucs spécifiques, etc., sur des choses pointues sur lesquelles tu as une compétence. Et pour moi, ça a été extrêmement compliqué. Tu vois, ça a mis 8 mois avant que je me dise, bon, bah, je vais peut-être faire un site, je vais peut-être, voilà, comment je vais pouvoir. C'est Ouais, très, j'ai une très question à compliqué parce poser que par c'est pas rapport du. à ça, ouais. Ouais, je finis juste du coup Ouais, non, et je en te disais, fait, c'est pas dans notre culture en fait. c'est pas dans la culture. Et puis aussi, je pense que c'est pour ça que je posais la question si tu as ressenti la même chose que moi. Tu sais, moi, je vois mes associés pour monter, enfin, c'est pas une critique hein, vis-à-vis d'eux, mais pour monter une proc, c'est beaucoup plus rapide pour eux. Ah bah Parce oui, qu'en fait, c'est des pourcentages. ouais, Tout le monde sait ouais, ce que c'est qu'un exactement. putain de front squat, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, je Tout suis le monde sait d'accord. ce que c'est qu'un putain de front squat, tout le monde sait ce que c'est. Alors que toi, tu vas faire, bon alors, on va faire des pompes carpées avec support. Juste ça, tu vois, pompe Alors, carpée avec support. tu sais que ce qui est énorme, je te rejoins complet, c'est que là, je t'explique même pas les gens qui vont prendre, qui ont pris mes prog. Il y en a déjà qui m'ont envoyé le message, ils m'ont dit, mec, c'est quoi ces trucs délirants que tu nous fais faire? Parce qu'en fait, des exercices que moi je fais, mais je leur donne pas de nom en fait.
Oui, Qu'est-ce que tu veux voilà, c'est donner à ça. nom? Donc en fait, j'essaye de faire des micmacs, des espèces de montages d'un espèce de franglais complètement complètement délirant. Et puis après, bah, j'ai dit bah de toute façon la seule manière de le faire, c'est que moi j'ai fait beaucoup de vidéos là, tu vois, sur ces Exactement, sur ces exactement. Moi, trois j'ai dernières tourné cet semaines. après-midi. Sur ces trois Exactement. dernières semaines, j'ai tourné plus de 300 vidéos. En fait, 300 exercices. Et je pense que j'en suis à la moitié, tu vois. Donc Ouais, après, bah, faut faire le montage, il faut faire les programmations. Bah tiens, quel est le plus pertinent? Qu'est-ce qui va être le plus en adéquation, etc. Enfin, c'est un truc de malade mental. Alors qu'en effet, je pense, mais c'est pas dénigrer la discipline et le job que ça soit de Marin ou de Louis. C'est juste qu'en fait, bah nous, on a de la chance peut-être d'avoir une richesse d'exercices qui est beaucoup plus important, un panel qui est beaucoup plus important. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, c'est complètement dingue. Moi, là, sur les 3 dernières semaines, là, avant que je lance le site, en fait, j'ai fini ma dernière programmation. J'ai ouvert mon site hier à 10 heures. J'ai fini ma dernière programmation mardi, enfin, c'était mercredi, du coup, mercredi matin à 4h30 du mat. Ça fait 3 semaines que je me tape des journées de 12 à 14 heures à faire des progs et à faire de la vidéo. Enfin, c'est un truc de malade. Mais c'est un ouais. kiff. C'est un kiff total, en fait. C'est génial. Mais t'as un volume enfin, en fait, t'as un répertoire gestuel qui est énorme. Et surtout, tu es obligé pour moi de faire de la vidéo. Parce qu'en Ah fait, ouais, en haltérophilie c'est ou en force, indispensable. tu vas mettre ton squat bulgare, tu vas mettre tes exos, et en fait, tu vas mettre des pourcentages. Mm, Déjà, nous, ce c'est qui est exactement ça. compliqué, c'est que tu vas mettre des reps, mais en fait, tu vas mettre des fourchettes de reps. Mm. Tu es obligé, enfin, pour moi, en tout cas, tu mets des fourchettes de reps. Et tu vois, c'est même en faisant ça, c'est très dur. En fait, c'est très dur d'essayer de faire un truc générique. En gym, c'est super dur. Moi, ce Parce que je que un dis, 70%, c'est un 70% ouais, c'est en ça. haltéro. Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Moi, après, tu vois, ce que je dis dans la prog, je crois que tu fais de la prog un peu toi aussi, Ouais, ouais, ouais. Je suis en Robin. train de tout refaire là, et puis un gros truc qui sort là, dans pas longtemps avec des mecs qui lancent une appli. Ah, Donc, ouais, je suis génial. sur les vidéos là. Ah, Et c'est ils se top. sont marrés. D'ailleurs, je te coupe avant que tu lances ton truc. Ah, je t'en prie. Quand on a débarqué, tu sais, ils ont tourné une première journée avec Marin et ils ont tout fait en une journée. Ils Ouais. ont débarqué avec moi. Je dis, moi, les gars, une journée, mais vous rêvez quoi. En fait, il y en a pour un Vous mois. rêvez. Je leur ai filé les fiches avec les mouvements. Ils ont regardé et ils m'ont fait, ah ouais, en fait, on va avoir besoin de 3 jours pour faire juste Ouais, trois ça m'étonne progs. pas. Marin, il a Ouais. fait 5 progs en une journée. Ouais, ouais, bah oui. Donc, tu vois. Bah oui, c'est ça. Et moi, là, tu vois, en gros, dans ma tête, enfin, en tout cas, posé sur papier, j'ai à peu près 20 progs qui sont posés sur papier, etc., qu'il va falloir que je fasse au fur et à mesure. Les 20 progs, là, tu vois, j'en ai sorti 4 ou 5. Je suis déjà à 300 exercices. Je te laisse imaginer, en fait, tout ce qu'il y a derrière. Donc, je sais pas, je pense qu'une fois que je vais avoir tout filmé, etc., avec les variantes, alors après, il y a des exercices qui reviennent, mais tu as des variantes avec les supports, les différents outils, etc. Mais je vais être peut-être pas bien loin de 5 ou 600 ateliers, tu vois. Enfin, c'est un truc de dégénéré, quoi. C'est un truc de Ouais, dégénéré. c'est ça la question que je vais te poser. Je vais te dire, est-ce que t'es pas en galère pour faire tes procs? Parce qu'en fait, c'est un chantier. Là, moi, Alors, tu vois, je vais juste filmer des mouvements de tout à l'heure. J'ai regardé pour faire juste un cycle du truc. J'ai fait mon calcul. J'ai fait, OK, il y a 16 séances, il y a 5 exos par séance. OK, j'ai 80 mouvements à filmer là, cet après-midi. C'est pas ouais, ouais, c'est vrai, plus. c'est ça. Bah là, tu vois, il y a une personne d'ailleurs qui a pris qui a pris ma prog là, qui est sur le live et d'ailleurs, je la remercie. Pareil, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit putain, sur ta prog, j'ai ouvert, il y a des liens qui ont déconné, etc. Ça me renvoie pas sur le bon exercice et tout, parce que j'ai rentré mais tellement de vidéos en fait qu'il y a des exercices qui sont quasiment les mêmes, tu vois, les liens se superposent, enfin les aléas quoi, les couacs du début et tout. Enfin, il y a tellement un volume d'exercices un répertoire gestuel qui est énorme. Après, c'est ce que je dis, tu vois, dans mes progs, je le dis clairement, que ça soit dans les progs ou dans les interventions que j'ai pu faire, c'est de dire attention, la programmation est un outil qui va vous guider dans votre progression. C'est pas parce que tu vas faire 2 répétitions en moins ou que tu vas en faire 2 en plus que tu seras meilleur. Par contre, c'est la qualité et le niveau d'exigence que tu vas mettre dans chacune de tes répétitions qui va faire la différence. C'est le niveau de rigueur que tu vas mettre au quotidien dans ton entraînement. C'est ça en fait qui est aussi simple. C'est pas, tu vois, Guillaume le dit super bien. Il dit, il n'y a rien de plus surestimé qu'une programmation. Mais il y a plein de gens qui disent ça, et je suis complètement d'accord parce qu'en fait, les programmations qu'on fait, c'est donner une trajectoire d'apprentissage. Il y a pas de vérité. Alors qu'en fait, on sait que très bien que sur les cycles de force, sur les cycles d'haltéro, si tu respectes les pourcentages, on sait où ça mène, quoi. On sait à quel résultat ça mène. Sauf que c'est Oui. pas forcément le cas sur la gymnastique, quoi. C'est ce qui fait un petit peu la complexité. Et je suis d'accord que c'est très compliqué de faire une programmation gym. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a peu de gens qui font de la programmation gym aussi. Parce que ça demande vraiment un Oui, puis, travail, par mais exemple, tu vois, on va prendre un qui est mouvement colossal. comme. Ouais.
tu prends un mouvement comme la terre, l'appui tendu renversé. Moi, dans ma prog, tu vois, tu as une partie travail technique et après, tu as des circuits. Et la partie Ouais, exactement. technique, moi, j'ai fait une longue vidéo sur le détail technique. Mais ça, les gens, moi, je leur dis, il faut vous filmer. Et puis, en fait, ça, c'est pas parce que tu as fait un quart d'heure que ça suffit. Tu pourrais faire une Mm. heure que ce serait peut-être pas assez. Et en même temps, tu vois, le but, c'est pas d'avoir fait 50 essais. C'est que tu aies fait un maximum d'essais en étant le plus concentré possible et que tu sois capable de créer des sensations et de faire des réajustements. Et ça, c'est pas quantifiable, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Comme tu l'as dit au tout début de la conversation, c'est dur de quantifier la gym. Surtout sur les Mm. mouvements un peu d'équilibre, etc. Je sais pas, tu vois, par exemple, tu vois, tu sais que toi, tu fais des cercles Thomas. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu peux pas mettre à entraînement et dire, quand tu apprends le Thomas, moi, tu m'en fais 50. Alors, nous, tu vois, en fait, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir rebondir sur ce que tu dis. C'est que nous, en fait, en gym, on est en mesure de quantifier, mais plus sur un plan de carrière. Ce que je dis souvent, c'est que, et ça, c'est dans beaucoup de disciplines, c'est le cas, c'est qu'en gros, on estime, il y a des études qui ont été faites qui disent qu'en gros, il faut être à environ entre 1000 et 1500 répétitions avant de maîtriser un geste. Sauf que ces 1500 répétitions avant que ça soit maîtrisé, que ça soit automatisé, etc., c'est à partir du moment donné où tu sais faire l'élément, en fait. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'à partir du moment donné où tu sais faire un cercle Thomas, où tu sais faire un muscle-up, il va falloir entre 1000 et 1500 répétitions pour que le geste il soit automatisé, qu'il soit C'est fixé. intéressant, ça. Tu n'aies quasiment plus besoin de mettre un focus extrêmement important. Après, moi, tu vois, par exemple, en gym, je te prends l'exemple de mon agrès fétiche, qui est la barre fixe, de par ma morphologie, etc. Même après 25 ans d'entraînement, 15 ans passés dans de la pratique de performance, mes séries d'échauffement sur cet agrès, où pourtant je domine l'agrès, mais comme jamais, ne sont jamais les mêmes. Je modifie sans arrêt pour augmenter sans arrêt mon niveau de vigilance. Quand tu fais du squat ou quand tu fais du clean ou quand tu fais du snatch, t'as pas 50 manières de te préparer, quoi. T'as pas 50 outils, t'as pas 50 et t'as un répertoire gestuel qui est beaucoup plus limité. Donc forcément que ça n'a pas d'égal, quoi. Donc c'est ça qui fait justement l'intérêt de la gym en plus de sa rigueur, quoi. Oui, c'est intéressant le truc des 1500 reps parce que Ouais, pendant le confinement, moi, je me suis amusé à bosser tout ce qui est free HSPU et ouais. je m'étais mis comme objectif de faire 500 reps pendant le confinement. Bon, je les ai faites. Et là, avec tout le reste de l'année, je dois être à plus de 1500 et c'est vrai que même en ayant fait ça, le mouvement n'est pas encore parfait, quoi. Donc Ouais, bien sûr. là, Ouais. c'est 1500, mais en fait, tu peux monter à beaucoup plus. Je pense que ça, c'est pour les mecs qui ont des qualités physiques de porc, quoi, qui sont vraiment Ouais, après voilà. en Ah ouais, deçà, quoi. après là, tu vois, on est sur un élément qui est assez technique et qui engage aussi des notions physiques extrêmement importantes, tu vois. Après, moi, quand je te disais entre 1000 et 1500 répétitions, on est plus sur 1500 répétitions sur un geste technique où il n'y a pas de besoin d'un niveau de qualité physique exceptionnel, tu vois. Pour Après, toi, le forcément, Thomas, quand il tu fait pas fais, partie de ça? Pour moi, le cercle Thomas, quand même, c'est un mouvement. Bon, après, toi, tu as peut-être une vision différente, mais je sais que moi, c'est un mouvement, d'ailleurs, je dois le rebosser bientôt. Le Thomas, je sais pas si les gens voient ce que c'est, mais en termes de proprioception, de coordination et ah, c'est monstrueux, au niveau c'est du monstrueux. noyau, etc., les fléchisseurs de Ouais. hanches, Mm, mm, enfin, mm. c'est un mouvement quand même. C'est Extrêmement tellement pointu, exigeant, en fait. J'aimerais bien que les extrêmement gens, des fois, ils se pointu, rendent ouais. compte. Ouais, Comment? ouais, c'est extrêmement pointu, je suis d'accord. Et pour le coup, ça va permettre peut-être de parler d'autres choses où on pourra peut-être avoir des approches similaires ou voire différentes par rapport au break et à la gym. Mais la notion aussi de souplesse. Alors, et puis il y en a qui posent la question, le Thomas, en fait, c'est un cercle. On est en appui sur ses mains et on fait des cercles de jambes avec ses jambes écartées. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en breakdance et qui se fait aussi pas mal Et en les jambes gym. ne touchent pas le sol, Et les en jambes fait. ne touchent pas le sol. En fait, on fait des cercles autour de ses mains avec son corps. J'ai essayé de résumer. Je sais pas si vous avez pu me comprendre. Vous tapez sur internet cercle Thomas. Vous allez trouver C'est des un vidéos. Français, d'ailleurs. Il y a aucun problème. Non, c'était un Français, Non, ça, le c'était mec. Kurt Thomas. Alors, je sais pas s'il était anglais ou ricain. Mais, euh, mais en tout cas, oui, ça se fait sur le cheval d'arçon, oui. Ça se fait sur le cheval d'arçon et aussi Au au sol. sol, ça se fait. Ouais. Alors, attends, je vais Donc, juste me brancher, moi. ouais, je t'en prie. Que là, ça consomme les lives Instagram. Donc, ce que je disais du coup aussi, c'est que à côté de ça, donc le cercle Thomas, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'en plus de ça, ça engage, en plus du niveau de force, un niveau de souplesse
extrêmement important aussi. Ah Et oui. je voudrais avoir ton avis justement sur, parce que tu as sans doute plus de recul que moi sur la souplesse et sur comment on aborde la souplesse dans le CrossFit. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas? Quelle est ton approche de la souplesse dans le CrossFit? Alors, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que le crossfitter moyen, il est assez mobile, Mhm. mais il n'est pas souple. Mais pas Donc, souple. c'est-à-dire qu'il est capable d'entrer et sortir de position. Par contre, maintenir des positions, c'est beaucoup plus compliqué. Et ils sont surtout mobiles pour le squat. Tu vois, c'est encore une Ouais, surprise, mais tout ce qui est haltéro, les gens mettent un gros focus dessus. Donc, tu as beaucoup de gens qui travaillent leur mobilité de cheville, leur ouverture de hanche, un petit peu l'ouverture thoracique. Par mhm. contre, quand tu arrives sur du travail de compression, que en gym tu connais très bien, donc la Ouais, compression bien pour sûr. moi c'est le relâchement des chaînes postérieures, notamment les ischios, Exactement. et Ouais. tout ce qui est gainage et les noyaux. Donc en fait, force et souplesse, Mhm. les deux vont ensemble. Là, il n'y a plus personne. Tu vois, Exactement. les gens, quand ils font des toast to bar, ils préfèrent utiliser tout leur dos, tout leur press back comme des porcs. Ils se disent pas, en fait, peut-être que si je deviens sous des ischios, ben, je vais Ouais. m'efforcer. Alors c'est ouf, Et tu vois, donc, du coup, je vais es grave obligé te de. rejoindre là-dessus. Ouais, je vais grave te rejoindre Et sur les toast to c'est bar. dur pour les gens d'allouer de. Alors, les gens sont capables de faire des séances de mobilité, mais voilà, il n'y a pas de. Ils vont pas chercher à développer leur mobilité comme ils développent leur force. Ouais, mais parce Pour que eux, c'est pas une qualité physique, pour moi, la quelque part. souplesse et la mobilité, tu vois, la mobilité, les gens le font un peu plus parce qu'ils savent que finalement la mobilité, c'est quand même pas quelque chose de super compliqué à développer, alors que la souplesse, c'est déjà d'une, c'est déjà beaucoup plus pointu, et de deux, c'est beaucoup plus douloureux de faire de la souplesse et de l'étirement que de faire de la mobilité. La mobilité, en gros, voilà, c'est pas non plus très contraignant, alors que la souplesse, c'est pas quelque chose de forcément super agréable. Ah, pour moi, la Et mobilité, c'est le truc que je peux faire devant ma télé le soir. exactement. La souplesse, je peux pas. Je suis en souffrance totale. Je faut que je sois sur mon Ouais, truc, c'est quoi. ça. C'est ça. Et là, tu vois, c'est pour ça que je te posais la question parce que tu vois, je suis en train de faire je vais faire un e-book justement sur la souplesse qui va regrouper souplesse, mobilité et prévention. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont tout à fait, qui se travaillent en même temps et qui sont en totale corrélation. Et justement, je donnais une définition dans mon e-book en expliquant que la souplesse, pardon, on est plus sur du gain au niveau de la mobilité musculaire, alors que sur la mobilité, on est plus sur un travail qui va tourner autour de l'articulaire. Alors après, l'articulaire peut avoir différents blocages, mais ce qu'il faut se dire, c'est que le niveau de mobilité articulaire est souvent lié à un niveau de raideur musculaire. Mais pas que. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un problème de raideur au niveau des chevilles, au niveau des poignets. Les chevilles, ça vient d'un côté parce que je me suis pété dans le tendon d'Achille, mais au niveau des poignets, ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment un niveau de raideur qui vient du fait que pendant des années, en gym, j'ai été sur les poignets et donc du coup, mon poignet, j'ai été obligé de le raidir pour pouvoir subir les chocs et les contraintes. Donc là, c'est quelque chose de différent. Pourtant, à côté de ça, je suis très très peu mobile, mais par contre, je suis très souple. Donc, ce qui veut dire C'est qu'on pareil peut. pour moi, c'est marrant. Je suis pas spécialement mobile, par contre, je suis capable de maintenir des positions. Les gens me regardent comme ça. Et pourtant, tu vois, tu me regardes faire un squat ou tu me regardes faire des mouvements d'arraché, etc. C'est autre chose, quoi. C'est pas la même. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, les Ah, premières si, je séances pense que que tu dois être mobile des épaules, par contre. eh ben, pas tant que ça. Tu vois, par exemple, en handstand, je suis obligé de mettre un niveau de force au niveau de l'ouverture d'épaule parce que je n'ai pas une antépulsion qui est naturelle. Après, c'est par rapport à ma morphologie. J'ai des petits soucis morphologiques au niveau des pecs, notamment, j'ai une atrophie pectorale. Et du coup, je suis un peu enfermé en dedans. Si tu veux, j'ai pas une fixation des pecs qui mourent un petit peu la cage thoracique. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour répondre à une des personnes qui nous pose la question comment améliorer sa souplesse, et ben les choses sont très simples. Commence à faire de la souplesse tous les jours et tu verras déjà que les gains de souplesse vont être extrêmement importants. Ah, Pour moi, c'est la qualité physique qui est la plus simple à développer. Pas la plus simple à développer en termes de méthodologie, mais par contre, en termes de temps, si tu t'y astreins en l'espace d'un mois, que tu fais 3-4 séances de souplesse par semaine, les gains sont absolument énormes. Que tu sois raide ou souple, les gains sont absolument énormes. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui me posent la question, je pense que ça va être le cas aussi peut-être à ta box, de dire ouais, mais de toute façon, moi j'ai toujours été raide, c'est pas à 45 ans que je vais devenir souple. Mais bien sûr si, bien sûr que si. Il y a aucun problème. Autant la force, la force, elle peut avoir. Oui, le live sera en replay. La force peut avoir d'autres contraintes, mais la souplesse, à partir du moment donné où on s'y tient, il n'y a pas, comment dirais-je, d'intervention de la physiologie, etc. Tu vois.
Donc, c'est l'une des qualités pour moi qui est les plus faciles à gagner une fois qu'on a la bonne méthodologie et qu'on utilise les bons outils. Franchement, je sais pas ce que tu en penses. Peut-être ton retour, toi. Moi, en termes de méthodo, ce que je fais pour ma part, et c'est pas moi qui réfléchis comme ça, j'avais téléchargé un e-book de Juji Moufou, je sais pas si tu connais. C'est Non, ça me un, parle pas. bah, tu iras regarder, il a fait un e-book sur la flexibilité qui est hyper connu. En gros, t'as déjà dû voir, hein. Tu sais pas Ouais, tu peut-être, connais ouais. pas son nom, mais t'as déjà dû voir. C'est un mec bodybuilder avec des cheveux longs, qui fait des acrobaties dans tous les sens, qui fait Ah du oui, d'accord. Superman, Ouais, ouais, ok. et qui Ouais, fait ouais, le grand ok. écart entre deux Ah, chaises ok. là. Ouais, je vois très bien Ouais, qui c'est. voilà. Ok. Donc, tu vois, et lui, en fait, il a fait un bouquin, c'est son premier e-book, en fait, c'est sur la flexibilité. D'accord, Et ok. en fait, dedans, ce qu'il te dit, c'est que ben, la flexibilité, ça se développe comme la force. Donc, c'est-à-dire que tu as un système de série, Mhm. tu as un échauffement à faire général et spécifique. Et tu dois en gros laisser le temps laisser le temps à ton corps de faire les adaptations entre les séries. Donc, par exemple, tu vois, il te montre pour le grand écart, tu démarres ta position et puis tu laisses 3 minutes, tu repars, tu vas aller un peu plus bas, etc. En fait, comme une montée Mhm. en gamme sur du squat. Et Ouais, moi, bien je sûr. l'ai fait. Je me suis inspiré un peu de sa méthode. Enfin, je me suis inspiré. J'ai carrément fait sa méthode, on va dire, pour être honnête. J'ai remis Ouais. des trucs à moi aussi parce que bon, j'ai mes petites habitudes. Ça fait des années que je m'étire et Ouais, bien j'ai sûr. bien progressé. Par contre, Ouais, c'est bien sûr. vraiment un entraînement à part entière. Ah, C'est pas un exactement. truc que tu fais à la fin pour déconner, quoi. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Et c'est pas un truc que tu fais sur un jour de récup non plus. Ouais, ouais, Tu alloues vraiment du temps à ça. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question là, et ça tombe bien parce que je voulais en parler juste après. Euh, Moi, la souplesse, je vais vous donner mon cas de figure. Moi, je fais de la souplesse absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand je sors de mon lit, en fait, on dirait un mec grabataire de 80 balais. Donc, en fait, si je fais pas 10 minutes, un quart d'heure de souplesse, de mobilité, etc., autant vous dire que je ne débute pas ma journée. Donc voilà. Donc, c'est hyper important. Je fais de la souplesse, la mobilité toujours. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, est-ce que le fait de faire de la souplesse, etc., ça a été délétère dans ta progression en squat? Parce que on entend souvent de dire, ouais, mais si tu fais trop de souplesse, ça peut être délétère sur la force. Faux, absolument faux et archi faux. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que les séances de souplesse, elles soient placées au bon moment, au bon endroit, et tout dépend le type de souplesse qu'on va utiliser. Il y a deux souplesses. Pour vous la faire courte, il y a deux types de souplesse. La souplesse active, la souplesse passive. La souplesse passive, c'est simplement, on va laisser faire son poids de corps, on va laisser faire la force de pesanteur pour venir rester dans une position, se mettre dans une situation de relâchement. La souplesse passive, on va l'utiliser dans ce cas de figure, vraiment pour apporter un relâchement musculaire. On peut l'utiliser après une séance, on a mis un petit peu on a mis un peu, voire beaucoup de tension. Mais l'objectif, ça sera pas de gagner, ça sera plus de retrouver un niveau de relâchement et de relaxation musculaire plus qu'un gain. Quand on va être sur de la souplesse active ou sur de la méthodologie de stretching, c'est-à-dire sur du contracté relâché, là, le but, ça va être d'aller chercher des gains d'amplitude. Ça, c'est des séances que vous ne pouvez pas faire avant une séance de force ou après une séance de force. C'est des séances que moi, je conseille plutôt d'isoler. C'est-à-dire, vous faites par exemple le matin votre séance de souplesse active ou votre séance de stretch, et le soir, vous faites votre séance de force ou etc. Mais c'est des choses qui sont vraiment dissociées. Ça rejoint vraiment ce que tu disais, Robin. Est-ce qu'il faut dissocier les choses? Et je pense que oui, il faut les dissocier. Mais il faut les dissocier parce qu'en fait, ton corps, tu le soumets à un stress. Mm. Et si tu fais de la souplesse, par exemple, tu essaies d'avoir le grand écart, tu vas soumettre tes muscles, enfin, tout ce qui est les quadriceps, etc., tes ischios, tes adducteurs, tu vas les soumettre à un stress. Et quand tu vas faire du squat, tu vas aussi les soumettre à un stress. Donc en fait, c'est Mm. juste que au bout d'un moment, il ne sait plus dans quel sens aller. Parce qu'en gros, Exactement. il n'a pas récupéré du premier truc que tu lui en mets un deuxième dans la gueule. Exactement. Et pour vous la résumer, pour vous la faire simple, pour essayer d'être un petit peu plus pointu, un peu plus précis sur ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le réflexe myotatique. C'est un réflexe en fait qui va permettre, lorsque vous allez faire par exemple un battement de jambe, que vous allez lever la jambe devant comme si vous faisiez un kick, c'est un réflexe qui va contracter votre muscle antagoniste et qui va éviter que votre jambe elle monte trop haut et qu'il y ait déchirure. C'est tout simplement ça. Et en fait, en faisant de la souplesse passive, vous allez endormir ce réflexe. Je la fais de manière très très grossière, hein, mais je pense que vous allez Ouais, comprendre. mais au moins, c'est clair. On fait de la Voilà, au moins c'est vulgarisation, mais ça suffit pour comprendre le concept et pour progresser. exactement. Et en fait, quand on fait de la souplesse passive, vous allez endormir ce réflexe qui fait que quand vous allez avoir besoin d'un niveau d'influx nerveux énorme, eh ben vous ne l'aurez absolument pas. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait le test pendant 2 semaines, je n'ai fait absolument zéro souplesse et j'ai fait mon squat everyday. Et
j'ai refait après avec ma souplesse, etc. Et ben, vous le croirez ou non, mais les séances où j'ai été le plus performant et mon dernier PR en date à 140 kilos alors que je squatte depuis 3 mois et que j'ai commencé ma première barre à 90, mon premier PR était à 90, et ben je l'ai fait le jour où j'avais fait une bonne séance de souplesse, une bonne séance de souplesse active, avec beaucoup de travail de battement de jambes, avec du travail en amplitude, etc. Mais par contre, je n'avais pas fait de souplesse passive. Donc, quand on dit que la souplesse est délétère pour la force, oui, si on fait de la souplesse passive, c'est une certitude. Si vous faites du contracté relâchement une souplesse, c'est une certitude que vous allez exploser sur une séance de force ou sur une séance explosive. Par contre, non, la souplesse, quand elle est faite intelligemment, elle n'est pas délétère pour la force. C'est absolument des conneries. De toute façon, le travail avec charge t'aide à atteindre certaines amplitudes et créer un étirement, en fait. Quoi qu'il arrive, quand tu fais ton squat, tu vois bien, peut-être quand tu as démarré, surtout si tu es un peu raide des chevilles, tu démarres squat à vite, tu as du mal à casser la parallèle, c'est compliqué. Puis dès que tu commences à monter en charge, tu arrives à aller chercher plus bas, tu peux pousser les jambes à l'extérieur, tu as une meilleure ouverture de hanche. Et moi, quand je fais mes entraînements pour travailler ma souplesse, mon grand écart, je me laisse pas dès le début, comme mes premières séries, je fais une montée en gamme. Il y a un moment où je chope un poids et je me le bascule au-dessus de la tête ou une barre. Et ça, là, en fait, ça vient créer une contrainte supplémentaire et ça m'aide dans mes étirements. Donc, et pareil, si tu veux devenir bon en squat d'arraché, fais du squat d'arraché. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font de l'haltéro. C'est ça. Tu veux devenir mobile et souple, surtout avoir la souplesse pour le squat d'arraché, fais du squat d'arraché avec la barre et puis charge un peu. Ça va mettre une contrainte sur tes épaules, sur tes hanches et ça va te rendre plus souple. Ah, c'est exactement ça. Il y a beaucoup tu sais qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui ont le grand écart. Hein. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, pour n'en citer qu'un, Klokov est, je crois, très très souple. Ouais, voilà. Donc c'est qu'il y a bien un lien dans tout ça. Après, encore une fois, tu l'as souligné, il y a une histoire de périodisation et de programmation. Parce que je pense que les gens ils savent pas où la mettre cette séance. C'est peut-être ça la plus grosse difficulté. Ouais, c'est exactement ça. Et tu vois, il y a quelqu'un qui a posé la question, qui a demandé en disant comment ça se fait qu'on apporte autant d'importance à la mobilité et si peu à la souplesse. Et bah pour la simple et bonne raison, je vais vous y répondre, mais je pense que Robin, tu seras peut-être encore plus à même de répondre que moi. C'est que tout simplement les gens ne maîtrisent pas cette méthodologie. Quand j'entends, tu vois qu'aujourd'hui dans les sports comme au foot, etc., dans des sports, tu vois où y a les mecs, ils ont des pubalgies à répétition, ils ont des blessures, des claquages à répétition. Il y a pas un mec qui va avoir l'idée, un préparateur physique, de leur faire de la souplesse. Non mais je ne comprends pas. En fait, moi, je me suis jamais blessé, je n'ai jamais eu de blessure musculaire. Je n'ai jamais eu un seul athlète à qui j'ai fait faire de la souplesse qui s'est blessé. Pourtant, j'en avais qui avaient des pubalgies à répétition, des inflammations au niveau tendineux de manière récurrente. À partir du moment donné où on a intégré de la souplesse dans l'entraînement, j'ai plus eu de problème avec ces athlètes. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a vraiment. Mais je pense que les gens en fait ne maîtrisent pas la méthodologie de travail qui est quand même assez subtile parce que mine de rien. Et puis en plus, il y a cette notion de douleur. Qui est pas forcément super agréable. Moi, j'adore la douleur de l'étirement. Je dois être un peu sado, je pense. Non, mais c'est comme la course à pied, c'est comme tout en fait. Tu prends goût. C'est exactement. Moi, j'aime pas courir, mais je sais qu'en fait, si je me mettais à courir, au bout d'un moment, ça va venir en fait. Bah, tu vois, je te rejoins. Tu as des circuits de récompense dans ton corps et puis c'est ça. Tu te vois progresser, et tu kiffes après, tu vois. C'est exactement ça. Tu vois, moi, par exemple, pour corroborer ce que tu dis, ça m'a pété il y a 2 ou 3 ans. J'ai dit, je vais me mettre au triathlon, alors que nager, c'est pas trop mon kiff. Et courir, c'est un truc, c'est insupportable. Je me suis mis au triathlon, tu vois, la bonne idée. Par contre, j'adore vélo, j'adore rouler. Et pour le coup, j'ai fait une préparation. L'année dernière, j'ai fait un Alpha Ironman. Donc, quand même, où il y a 1 km, 2 km de natation quasiment. Il y avait 95 bornes de vélo. Et tu finissais par un semi-marathon. Et la préparation semi-marathon, j'ai appris à apprécier avec une méthodologie d'entraînement. Et pas courir comme un con sans savoir pourquoi tu cours. Mais avec des séances, avec de la méthodologie, des séances de VMA, des séances des séances de vitesse, des séances. Tu vois, mais c'est une méthodologie. Et en fait, il faut. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. J'ai toujours aimé l'entraînement. Je n'ai pas forcément toujours aimé la compétition. Par contre, j'adore l'entraînement pour être bon en compétition. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et je pense que les crossfitters devraient, ceux qui écoutent, qui sont sur live, attention à la pépite que je vais donner. Apprenez à aimer l'entraînement avant d'aimer la compétition. Apprenez à aimer la culture de chacune des disciplines avant d'aimer le résultat. C'est hyper, hyper important et je pense que Robin, tu ne diras pas le contraire et je pense que tu dois la répéter de manière permanente quand j'entends ton discours sur les différents podcasts que vous pouvez faire. C'est quelque chose que tu répètes très souvent. Apprenez à aimer l'entraînement, quoi. C'est hyper important. C'est qu'en fait, pour moi, en fait, si tu n'aimes pas ça, la seule manière que tu as
En fait, il y a deux solutions. T'aimes pas faire un truc, soit tu apprends à aimer, soit tu te forces et t'aimes Et il pas n'y a ça. pas de résultat. Mais il y en a un pour qui tu vas avoir, il y en a un des deux, tu vas avoir besoin de la résilience. Et le mieux, c'est de pas utiliser sa résilience, c'est de garder cette énergie de la résilience pour des tâches qui sont peut-être plus compliquées que de s'étirer pour être bon au CrossFit, tu vois. Donc apprendre à Ouais, apprécier. Et pour moi, de ouais, toute c'est façon, dans exactement tous ça. les Ouais. cas, quand t'aimes pas un truc, c'est parce que t'es mauvais dedans. Moi, quand j'ai démarré les muscle-up, j'étais une merde pas possible. Ça me faisait mal. Ce jour, j'ai démarré, je me suis dit, mais vas-y, ça me saoule. J'en ai rien à foutre, je coacherai pas ça aux gens, je m'en tape, etc. Parce que ça me faisait Ouais. mal, le fall grip, ça me défonçait les avant-bras. Et puis en fait, maintenant, j'adore ça. Putain, Maintenant, j'ai vu, j'adore c'est la ça. guerre. Hein. Hein. C'est la guerre, hein. C'est la guerre parce que j'ai vu que tu avais fait 22. Tu as fait 22 là, ou 22 ou 25 là? 22,5. Mais j'ai 25 Ah, dans la boîte, là, putain. je pense. Ah, costaud. Costaud. Mais ouais, t'as Après, raison. après, après C'est en gym, tu vas jamais, en gym, ils vont jamais chercher à en lester aussi lourd comme ça. Non, alors nous, en fait, si tu veux, on travaille finalement assez rarement avec des grosses charges. On travaille la gym, en fait, une fois que tu as développé un niveau de ce qu'on appelle la force relative, en fait, ta capacité à ton rapport poids-puissance, en fait, c'est un peu ça. On fait énormément de travail sur de l'endurance de force, en fait, sur de la capacité à répéter, mais on fait de l'endurance de force sur du travail spécifique. Après, tu vois, les athlètes qui font du travail avec charge additionnelle, c'est plus sur les spécialistes type Ozano, etc. Après, Oui, on j'ai fait un déjà peu vu de des travail mecs, de. des sujets lestés, mais ça doit être entre 5 Ouais, et c'est 10 ça. kilos les Ouais, max, c'est voilà, sûr. on n'est jamais sur des gros. Parce que le niveau de. La force de pesanteur, elle est déjà tellement énormissime qu'il n'y a pas forcément. Il n'y a pas forcément besoin Ouais. d'aller chercher des niveaux de charge qui sont extrêmes. Donc, Non, non. pour moi, pour être tout à fait honnête avec toi, bon, maintenant c'est un kiff, mais à la base, je me suis mis à faire des mouvements en lesté en fait pour un peu réveiller les crossfitters parce que comme ils pensent qu'à la force, je me suis dit bon, comment est-ce que je peux faire parce que pour créer un peu l'émulation et surtout intéresser les gens sur la gym parce qu'en fait, moi, et je le vois encore aujourd'hui, hein, je poste un muscle up en keeping au ralenti ou un muscle up où je fais en strict, j'ai plein de likes, j'ai plein de repartages. Et je Ouais. peux poser un truc où je fais du handstand hold pendant 2 minutes et je fais une pirouette et puis après je retiens de l'autre côté, Ouais, j'écarte mes jambes, je descends en planche, tout le monde tout s'en le bat monde les s'en couilles. fout. Ouais, mais Alors qu'il y en a un qui est super facile et l'autre, enfin, je sens vouloir critiquer, mais un muscle up en keeping pour les gens, pour qu'ils vont se rendre compte un peu, c'est un truc tu l'apprends quand tu as un peu de niveau en gym, tu l'apprends en 10 minutes quoi. ouais, Tu vas ouais, c'est jamais. ça. Ouais. C'est un Si peu tu ça. sais faire du strict, pour moi, si tu sais faire 2 ou 3 stricts en muscle up, tu as déjà un petit niveau en gym. Ouais. Enfin, En keeping, c'est pas très compliqué. t'as eu à apprendre à chez SPU en keeping. T'as pas appris, on t'a montré, t'as fait quoi. Ouais, 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 bah oui, c'est exactement ça. En fait, tu vois, même moi, il y a des gens, tu vois, alors là, je vais peut-être choquer des personnes, mais en gros, moi, je n'ai jamais appris à faire du handstand walk. Non, non plus. Mais jamais. En fait, c'est à partir du moment donné où tu sais faire du handstand hold, que tu es solide, que tu as compris la notion d'équilibre, déséquilibre. Tu vois, avec Guillaume, on a eu des discussions en me disant, ouais, mais moi, de toute façon, pareil, tu vois, par exemple, je suis pas bon à handstand hold, ça m'empêche pas de faire du handstand walk. Je dis, ouais, mais bien sûr, je suis complètement d'accord. Je dis, mais pour moi, dans le parcours d'apprentissage, si tu veux apprendre à marcher, il faut déjà que tu sois capable de maîtriser la notion de l'équilibre, l'équilibre en handstand. Si tu es capable de contrôler l'équilibre en handstand, tu vas être capable de défixer et de créer du déséquilibre pour avancer. Mais Donc c'est malheureusement, aussi simple que ça en fait. malheureusement pour nous, le travail de handstand hold est très pénible et très, C'est très fastidieux, dur, hein. quoi. Enfin, C'est fastidieux, hein. c'est le plus dur. Pour moi, c'est le mouvement. Après, je suis content qu'il l'ait mis au CrossFit Game, mais c'est tellement pas gratifiant quand tu fais un entraînement sur ça. Tu vois, Ouais. moi, je les force, hein, mais tu vas faire un essai, tu n'arrives pas à monter, tu n'as pas de sensation, tu n'as pas de proprio, tu sais même pas comment elles sont tes jambes. Moi, je le vois parce que c'est un des mouvements que j'ai le plus coaché ces 3 dernières années et il est hyper frustrant. Mais par contre, une fois que tu le passes, mais c'est un régal et tu deviens accro, quoi. Ouais, et puis après moi, tu vois, c'est ce que je dis, et c'est aussi ce que je vais mettre en avant dans mes programmations parce que c'est ce qui fait aussi ma spécificité. C'est on parle souvent du tout varié en CrossFit, mais en fait le problème c'est pas la variété qui va compter, mais ça va être surtout l'utilisation de différents supports, de différents outils. C'est ça qui va compter. C'est cette variété-là qui va être importante. Ça sert à rien de faire 50 000 exercices. Après, c'est bien d'avoir. Moi, je fais partie des gens pour qui la diversité des situations d'apprentissage, elle est importante. Mais après, il n'y a pas non plus 50 000 manières. Mais par contre, un exercice, tu peux le décomposer ou tu peux utiliser à peu près 10 variantes. Un handstand, si tu prends la finalité du handstand,
tu peux faire un handstand au parallélette, tu peux faire un handstand aux anneaux, tu peux faire un handstand au sol, tu peux faire un handstand sur une seule barre. Enfin, moi, ce que je kifferais, c'est au prochain Games de voir du handstand hold aux anneaux. Là, on va voir les mecs qui sont bons au gym. Mais je te le dis, personne ne le fera. Et personne ne tiendra. Et c'est pas Ils ont essayé, je sais pas si tu avais suivi ou si tu regardais déjà, à l'édition de 2016 des Games, ça a été un fiasco total. Ils ont voulu introduire les HSPU aux anneaux. Ouais, ouais. Alors, c'est un super T'avais vu ou exercice. pas? T'as regardé ou pas? J'avais vu le replay, ouais. Oh la vache, c'est pas beau quoi. Mais C'était c'est pas beau n'importe et quoi. ça a pas donné une bonne image. Et, et puis pareil, moi je vois là, j'ai un mec à la salle qui est assez fort, qui a un niveau franchement pour faire les games en senior. Et je le vois travailler les HSP sur les anneaux, mais il fait n'importe quoi. Il a pas un bon haul, il a pas un bon machin, mais tu sais, il veut le faire ce truc-là. Ouais. Mais c'est des mouvements, en fait, je lui dis, tu te rends pas compte la base qu'il faut, le socle de base qu'il te faut Mais pour c'est énorme. prétendre à te mettre sur des trucs comme ça. Tu te rends pas compte. C'est des Ouais, mouvements c'est vrai. C'est des mouvements qui prennent un temps incroyable. Tu vois, même moi, aujourd'hui, avec ma morphologie, pour moi, faire 5 HSPU aux anneaux, pour moi, c'est extrêmement engageant. Des HSPU en déficit, j'en fais un. Ça choque plein de monde quand je dis ça, mais j'en fais un. J'ai tellement des grands segments, etc. Et Non, t'inquiète, voilà. je te comprends. Faire des HSPU en déficit, pour moi, c'est ultra compliqué. Par contre, j'en fais un, mais j'en fais un nickel. Par rapport à des mecs qui vont faire 10, mais que ça ressemble absolument à rien. Pour moi, tu vois, même quand tout à l'heure on parlait des rings muscle up, pour moi, c'est pas des muscle up que vous faites. Parce qu'en gym, on appelle ça des temps de ventre, des rétablissements à l'avant. C'est pas, en fait, c'est pas du tout un muscle up. Rien à voir. Le mec qui me dit, ouais, je fais un keeping muscle up, ça me donne absolument pas son niveau de gym. Par contre, à côté de ça, le mec, il me dit, je fais un strict muscle up. Ok. Ça donne une idée déjà du niveau de force du mec. Le mec, s'il a une bonne mobilité en épaule, qu'il a bien compris le keeping, qu'il sait se balancer un peu, comme tu disais tout à l'heure, faire un rings muscle up, c'est pas non plus dingo, quoi. Enfin, je veux dire, il y a rien de fou. Par contre, le mec, il commence déjà à t'expliquer qu'il fait un muscle up en strict aux anneaux, un muscle up strict en barre, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. On est vraiment sur un niveau au-dessus là. Voilà, là, ça te commence déjà à te donner un ordre d'idée du niveau gymique de la personne. Et je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas assez mis en avant aux Games, parce que les Games, quand même, c'est ce qui donne un petit peu la tendance du CrossFit. Et je pense que si ça, ils arrivent à le mettre en avant, là, je pense que le CrossFit, ça va vraiment devenir quelque chose de très, très intéressant. Vraiment arriver à mettre le même niveau de les anneaux, qualité. ça coûte moins cher à acheter que des barres. Ouais, Les exactement. Que les plates. Il y a aussi ça, hein. Il y a aussi ça, faut pas l'oublier, hein. C'est important. Je suis complètement d'accord. Mais ouais, tu vois, il y a un truc qui est marrant, tu vois, c'est par exemple que Rogue, je ne comprends, c'est quelque chose d'incompréhensible. Rogue n'a toujours pas sorti de barre parallèle pour le CrossFit. Je ne comprends pas. C'est un outil incroyable. C'est un outil incroyable. Ouais, bah voilà, exactement. C'est vrai que je le dis tout le temps. Moi, ce qui me choque dans les salles de CrossFit, c'est que les gens, ils font pas de dips. Ah, mais, entièrement d'accord. Personne ne fait des dips. Personne ne fait des dips. Genre, tu sais, les gens ils me disent comment tu fais et tout, mais genre, tu fais des tractions, pourquoi tu fais pas des dips? C'est genre l'autre moitié du mouvement en fait. En fait, moi, je parle souvent de basiques, et les basiques, pour moi, il y a le dips, les pull-ups, le handstand, et le L-sit. Et le L-sit oui, le handstand, c'est ce que je dis. Et le L-sit. Voilà. C'est les 4 mouvements que je donne dans 4 mouvements de base. Tu vois, quand les gens ils te disent, c'est pareil, tout à l'heure, tu parlais des toast to bar. Moi, quand j'entends dans des salles de CrossFit qu'on dit, mais vas-y, mets du press back. Mais les mecs, je suis désolé de vous dire, ça va peut-être vous paraître ultra arrogant ce que je veux dire, mais vous n'avez absolument rien compris. Un toast to bar, ça n'est absolument pas un problème de presse. C'est un problème de force abdominale. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun crossfitter qui est bon en abdos. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Quand je dis ça, les mecs, alors, parce qu'en fait, en gym, tu as un gainage dynamique, alors que tout ce qui est squat, etc., c'est du gainage statique. Ouais. En gainage statique, je pense qu'ils sont très bons. Par contre, en gainage dynamique, ils sont pas bons. Ils sont pas bons. Et par contre, là où il faut remettre quand même le truc, c'est que par contre, les crossfitters sont très très bons sur les fléchisseurs de hanches. Ça, c'est quelque chose qui est absolument indéniable. Mais à un moment donné, moi ce que je fais souvent, par exemple, sur les toast to bar,
je l'ai fait aux espaliers. Ça aussi, ça me choque que dans les salles de CrossFit, il n'y ait pas d'espalier. C'est un outil incroyable. J'aimerais Mais, bien en mettre un ici, mais on a du placo partout. C'est un des premiers trucs que je voulais mettre, mais je peux pas. J'ai le seum. Ah J'ai ouais, un putain, super- dommage. Ah, c'est un outil incroyable. C'est un outil incroyable. Et franchement, si tu peux le faire, tu vois, par exemple, sur un côté de tes racks de muscu, franchement, fais-le parce que c'est un outil absolument incroyable. Donc, pour en revenir au toast to bar, moi, les toast to bar, je les fais uniquement aux espaliers. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis obligé d'isoler le travail abdominal et le travail des fléchisseurs de la hanche sans mettre de press back. Et heureusement qu'il ne faut pas mettre de press back parce que je suis tellement mauvais en presse que je ferai pas. Par contre, à côté de ça, Et puis, je fais. pour revenir à ce que tu disais, tu dis qu'ils sont. Vas-y, excuse-moi. Ouais, je te disais, par contre, à côté de ça, j'ai tellement un niveau de souplesse qui me permet de faire des toast to bar. Je fais des toast to bar, le nez dans les genoux, aucun problème, sans mettre aucune force en presse. Et je fais 20 toast to bar aux espaliers. Et pourtant, je suis pas une légende non plus en abdos, hein, parce que s'il y a des potes qui m'entendent là, ils vont se dire, ah, putain, le mec, c'est le plus mauvais en abdos du gymnase. Mais je suis plus mauvais, mais je suis plus mauvais des gymnastes. Donc, ça va. Il y a qu'une petite base. Mais Non, mais c'est encore une fois, les mecs sont très bons sur les fléchisseurs de la hanche, mais en termes de force abdominale, moi je l'ai vu, hein, tu vois, quand je suis allé à hier, des mecs qui étaient pourtant très solides en abdos, qui étaient visiblement très solides en abdos, des mecs qui alignaient les toast to bar qui empilaient les toast to bar comme des allumettes. Et ben à côté de ça, quand on a fait des séries de travail très simples au sol, isolés, avec du un tiers de holo, du demi-holo, du holo complet, je les ai fait exploser en l'espace de 3 minutes. En l'espace de 3 minutes. Ouais, mais en plus de ça, tu vois, tu dis qu'ils sont forts des fléchisseurs de hanche, c'est vrai, mais en plus de ça, t'imagines s'ils étaient forts des fléchisseurs, enfin, tout en restant forts des fléchisseurs de hanche, ils bossaient leur souplesse, rien que ça. Ah bah oui. Et Ah bah, qu'ils faisaient le exactement. travail ensuite à l'espalier, franchement, mais les mecs se rendent pas compte, ça serait ils pourraient avoiner des séries en toast to bar. Mais Tu bien vois, sûr, bien sûr. spécifique. Moi, c'est ce que je dis aux gens, tu vois, là, j'ai fait un test en max en keeping muscle up. Ouais. Je m'entraîne pas là-dessus. Je Ah m'entraîne ouais, pas. j'ai vu ça. Ouais. Je m'entraîne pas là-dessus. Je me suis entraîné en strict récemment, mais je m'entraîne pas là-dessus. Alors, ça veut dire que quand je dis je m'entraîne pas, c'est-à-dire que j'ai pas de cardio, et j'ai encore moins d'endurance musculaire. C'est peut-être ce qui me manque le plus. Mais en fait, comme j'ai une technique efficiente et économe, t'es capable en de tabasser plus que d'autres. Ouais, bien sûr. Donc en fait, je me dis, les mecs, s'ils faisaient les choses correctement, mais les mecs, ils pourraient faire des séries, je sais pas, moi, ils pourraient faire 30, 40, quoi. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et imagine-toi, tu te tapes une série de toast to bar en WOD et qu'après, tu dois enchaîner des barres muscle up. Le mec qui a fait tous ces toast to bar en presse par rapport au mec qui a fait tout en abdos, rien qu'avec la mobilité et la souplesse, je t'explique même pas le chantier. Le mec qui va commencer, c'est le mec qui a fait tout en presse. Au bout de 3 barres muscle up, il est complètement éclaté. Alors que l'autre, il va arriver, il va faire ses 15 ring muscle up, mais easy. Alors que peut-être le mec qui va faire les 15 barres muscle up, comme tu disais, il sera peut-être physiquement beaucoup moins fort que l'autre, mais il se sera tellement économisé avant que bah, ça n'aura pas impacté sa deuxième série, quoi. Bah, moi, c'est ce que j'essaie de vendre aux gens quand je les incite à devenir bons en gym. Parce que moi, ce qui me touche, c'est la maîtrise du mouvement, c'est faire un beau geste, mais je sais que c'est pas la même chose que les crossfitters. Et en fait, moi, ce que je leur vends, c'est un mouvement économe. Et qui dit économe, c'est exactement ça. Qui dit que tu fais plus de reps et qui dit que tu mets un chrono à l'autre. C'est comme ça que je le vends. Ouais, non, mais t'as complètement raison. C'est l'efficience du mouvement. Tu vois, quand les gens ils te disent, ouais, mais je suis bon en abdos parce que je suis bon en L-sit. Non, mais en fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que les jambes, quand si on se met en suspension à la verticale ou en appui sur des parallélètres, les pieds qui ne touchent pas au sol, la partie des jambes à la verticale jusqu'à l'horizontale, le recrutement ratio abdos fléchisseur, on est à 75-25. Donc les abdos, on commence à vraiment les engager une fois qu'on a dépassé l'horizontale. Donc moi, par exemple, tu vois, je vais donner un petit tip là pour ceux qui nous écoutent. Ce que je fais avec mes gymnastes, c'est que moi, les toast to bar, nous, ce qu'on appelle les carpes jambes ou les fermetures, je les fais partir directement assises au sol. Et de là, elles doivent partir assises et engager uniquement abdominaux pour venir toucher les pieds aux espaliers. Et là, on n'est plus du tout sur le même ratio. J'ai des petits, par exemple, qui font 15 toast to bar sans aucun problème en strict aux espaliers, départ, jambes à la verticale, et qui en font 2 en départ assis. Et d'autres, par contre, qui font 10 toast to bar, départ, jambes à la verticale, et 10 toast to bar, départ assis.
parce qu'elles sont capables de recruter autant les abdos que les fléchisseurs de hanches. Et ça, c'est des choses que les gens ont du mal à identifier. Et après, je les en blâme pas, mais beaucoup d'entraîneurs de CrossFit qui ont en charge la partie gym sont dans la méconnaissance de ça parce que ça demande une expérience, ça demande de l'expertise, etc. Et là, on va rejoindre un autre débat qui est sempiternel, c'est le niveau de formation. Tu passes un BPGEPS et tu fais ton CrossFit Level 1, c'est bon, t'es coach de CrossFit. Bon, bah voilà, après, c'est… Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'on est là et que moi, je vais essayer de faire beaucoup de travail sur du séminaire, autant que pour les adhérents que pour les box de CrossFit qui souhaitent faire évoluer leur coach sur la partie gym, c'est de leur apporter justement ce regard et cette expertise qu'on peut avoir en gym, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ton truc que tu as dit avec les nanas, Ouais. j'ai scruté ça dans un bouquin. Je n'ai pas eu le bouquin, je l'ai juste essayé. J'avais un PDF, c'était un bouquin de gym aussi. Et le mec, il raconte une petite anecdote. Il dit en fait, les relevés de jambes, je n'ai pas eu le droit d'en faire avant de savoir faire 1 minute en L-sit. Ouais, c'est C'est mon exactement ça. entraîneur, en gros, il m'a forcé à avoir un PR à 1 minute en L-sit. Et Mm. il a dit, une fois que j'ai fait ça, j'ai eu le droit d'essayer. Il dit, vous savez combien j'en ai fait la première fois? En gros, des sous bar, il dit, j'ai fait 15. Première série, j'ai fait 15. Sans jamais Ouais, avoir c'est essayé ça. le mouvement de sa vie. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que tu crées un niveau de stress, un niveau de résilience au niveau abdominal qui fait que quand tu as besoin de faire du travail en concentrique, ça pose aucun problème. Tu vois, moi, par exemple, vu que je travaille avec des jeunes athlètes, je fais énormément de travail en isométrique. Tu vois, par exemple, les pull-ups, les push-ups, c'est un petit peu différent parce que je fais en concentrique, je fais surtout du travail au tempo. Mais par exemple, pour le développement de la force, des tractions chez les jeunes athlètes, je ne fais quasiment pas de travail au tempo, je fais que de l'isométrique. J'ai Oui, des tu fais petites du saut. Ouais, exactement. J'ai des petites en fait qui arrivent à tenir 1 minute, le menton au-dessus de la barre, et les petites, elles ont 7 ou 8 ans. Mais je Ben, leur ai. Ouais, dis-moi vas-y. justement, si tu respectes un peu ce principe, j'avais vu ça. En gros, tu as un peu la pyramide de progression en gymnastique. Tu as, en gros, tu as 4 étapes. Ouais, Et c'est pas parce que tu es un athlète avancé que tu ne passes plus par ces 4 étapes. Elles font partie intégrante de son entraînement. Tu as la partie 1, c'est la création de forme. C'est ouais, est-ce c'est que ton ça. corps est capable de se mettre dans les positions demandées. Donc, ça Mhm. passe par la mobilité et tout ce qui est travail du noyau. Donc, transverse, abdominaux, obliques, carré des Ouais, membres, c'est ça. etc. Donc, ça, Extrême c'est la important première sur étape. Et la deuxième extrême étape, important sur le holo arch. Pour nous, voilà. c'est la base. C'est un truc qu'on fait tous les jours. Ouais. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la gym, j'en fais tous les jours. Vas-y, je te laisse Ouais. continuer sur les autres piliers. Et du coup, là, c'est pour ça, c'est en fait ce que je suis content que tu me dises ça parce que c'était un peu sur ça que j'avais des questions et ça rejoint en fait ce que tu fais avec tes gymnastes. C'est que la deuxième phase, c'est ce qu'on appelle ce qu'ils appellent la phase statique. Donc, tu Mhm. as tous les travaux à la limite de tempo, mais il dit surtout de travail en isométrie. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas encore d'action dynamique. L'action dynamique, ça vient qu'en phase 3. Le C'est fait exactement d'avoir ça. un mouvement de momentum, etc. Et après, la dernière phase, c'est ce qu'ils appellent l'intégration, c'est le fait de mixer plusieurs mouvements en même temps. Donc, Ouais, ça me c'est complètement réconforte, ça. ça me conforte dans ce que j'ai lu. Qu'en fait, ouais, le travail en ISO, c'est indispensable et c'est parce que l'ISO, tu vois, c'est pas agréable, c'est pas fun à mettre en place pour les athlètes. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu vois, extrêmement barbant. Après, moi, les gens qui moi, sont c'est un forts à la outil. barre comme ça, Ouais, après moi, ils tu sont vois, pas c'est un contents, outil que quoi. j'utilise vachement pour deux choses. La première, c'est le gain de force, hein, ça c'est indéniable. Et la deuxième chose, c'est la force de résilience. Quand tu travailles avec des jeunes athlètes, en tout cas, c'est mon point de vue, vu que je travaille avec des jeunes athlètes, il y a un moment donné, il faut que tu développes leur résilience et leur capacité à résister et à tenir à l'effort. Et l'isométrique, il n'y a rien de mieux en fait. Si tu as des gamins qui sont capables de tenir 1 minute, nous, tu vois, tu prends un mouvement à haut niveau, par exemple en barre fixe, au cheval d'arçon, etc. On est sur 30 à 45 secondes. Au sol, on est sur 1 minute, entre 1 minute et 1 minute 15. Donc, tu vois, on est sur Tu ces parles ordres-là. pour préciser aux gens, hein, tu parles de temps d'effort, c'est ça? Voilà, ouais, sur des temps d'effort, ouais, pardon. On est sur des temps d'effort. Donc après, c'est l'une des premières choses pourquoi je l'utilise, et aussi pour éviter tout ce qui va être traumatisme, parce on est sur des. Moi, je travaille avec des enfants, du coup, je peux pas me permettre de faire du travail concentrique, trop d'excentrique, parce qu'on est sur de la croissance sur le plan musculaire, mais aussi sur le plan statural, et on peut pas se permettre de trop jouer là-dessus. Donc le travail isométrique est très intéressant parce que il y a une sollicitation au niveau musculo-tendineux et au niveau squelettique qui est beaucoup moins sollicitante que de faire du concentrique ou de l'excentrique. Donc c'est pour ça que c'est un intérêt extrêmement important de faire de l'isométrique. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en isométrie dans l'univers de la gym. Et tu vois, dans mes programmations, là on est sur des adultes en CrossFit. Hein. Moi, il y a une séance en principe dans la semaine qui est sur du travail de dynamique, sur du travail de répétition, donc soit sur du concentrique, soit sur de l'excentrique, et une séance qui est sur du statodynamique, c'est-à-dire avec du travail de répétition suivi d'un temps isométrique ou de l'isométrie pure.
Donc ça, je trouve que c'est hyper important parce que non seulement ça évite tout ce qui est aspect traumatique les aspects squelettiques, ça développe la force de résilience. Et honnêtement, moi, j'ai fait plusieurs méthodologies plusieurs méthodologies sur une même saison, sur un même groupe d'entraînement avec le même nombre d'heures d'entraînement, des gyms qui ont travaillé au tempo et des gyms qui ont travaillé en isométrique sur les pull-ups. Le groupe qui a le plus gagné, c'est ceux qui ont fait l'isométrique. C'est bien, tu mets tes petites expériences. Ah ouais, ouais, moi j'ai de la chance, c'est que je suis un peu, le club dans lequel je suis, j'ai un peu carte blanche et ça me permet de mettre en place des expériences avec des protocoles, etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les enfants, ça surcompense super vite. Ouais, c'est vraiment ça. Chez l'enfant qui est beaucoup plus rapide. C'est vraiment ça. Donc tu peux vraiment vite remarquer, voir si une méthode elle est applicable ou pas et si elle marche ou pas, quoi. Exactement. Et c'est ce que je dis aujourd'hui quand je parle et quand je dis quelque chose, je parle pas juste en disant il me semble que. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, voilà pourquoi on est amené à travailler. J'ai été amené à travailler avec Guillaume aussi, c'est parce qu'on se rejoint vraiment sur ce point-là. C'est qu'on ne donne pas d'avis, on donne des arguments. C'est-à-dire que moi, quand je fais quelque chose, quand je mets quelque chose en place ou quand j'ouvre ma bouche sur une thématique, c'est que je la connais, c'est que j'ai testé. J'ai testé, j'ai essayé dans différentes situations, dans différentes conditions, avec des protocoles, on a essayé d'améliorer, etc. Donc, tu vois, c'est toujours pareil. Quand tu mets quelque chose en place, tu dois avoir un recul, une argumentation qui te permet de dire bah, telle méthodologie, elle marche pour telle et telle raison, avec tel public. Par contre, je sais aussi pertinemment que le travail au tempo est beaucoup plus intéressant chez les adultes que le travail en isométrique, même si je pense que la combinaison des deux est pas inintéressante. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. C'est intéressant. Donc, pourquoi tu penses que c'est plus intéressant au tempo chez les adultes? Parce qu'en fait, on va recruter, comme tu disais, hein, les enfants ont une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus importante que l'adulte, notamment sur le recrutement, nerveux. Tu as une perte de coordination qui est énorme. Ouais, exactement. Et du coup, chez l'adulte, un enfant va avoir beaucoup de facilité à développer de la coordination, alors qu'un adulte, pas du tout. Donc, si tu fais trop d'isométrie, les facultés de coordination vont être un petit peu lésées. Donc, c'est pour ça que le travail en tempo, pardon, est un peu plus adapté, je pense. Mais après, encore une fois, moi, tu vois, par exemple, si je devais donner une séance sur que du push-up, pull-up et dips, et ben, si on fait 4 séances dans la semaine, je ferai 2 séances en isométrique, 2 séances en excentrique. Ça serait la méthodologie que j'utiliserais, tu vois. Parce que je pense que c'est aussi bien de croiser et de modifier les différents stimuli. Et après, autre chose que j'utilise avec les enfants qui est aussi intéressant, c'est que moi, par exemple, quand je leur fais faire des pull-ups, je les mets pas sur une petite barre. C'est-à-dire que quand ils font des pull-ups, qu'on fait du travail en isométrie, je les mets sur une barre qui est à 2,60 m du sol. Par rapport à leur taille, c'est juste énorme. C'est comme si nous, on était à 4 mètres de haut. Donc, si tu veux, tu crées un stress encore plus important qui, combiné à l'isométrie, te fait recruter de manière beaucoup plus importante tes aspects musculaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait aussi avec les adultes. Et je peux te dire que le gain, il est vraiment énorme. Ils se mettent sur les anneaux, les gens, etc. Ils trouvent ça haut. Hein. Ouais, exactement. Surtout que sur les adultes, c'est encore plus dur de casser ces barrières-là parce qu'elles sont ancrées. Ah ouais, les barrières affectives chez un gamin et chez un adulte, ça n'a absolument rien à voir. Et tu vois, pour rejoindre tout à l'heure Manu qui nous parlait des barrières affectives, par exemple, tu vois, moi j'ai vu que tu avais posté une petite vidéo d'ailleurs là-dessus, sur le tripod. Moi, tu vois, par exemple, c'est un truc que je fais sur des box. Je le fais en hauteur. Moi aussi. Je le fais sur des box parce que je trouve que c'est intéressant, encore une fois, pour la notion de hauteur et la dédramatisation. Parce que tu as beaucoup de personnes qui ont peur de passer vers l'avant. Et cette dédramatisation de l'aspect hauteur et de l'aspect tomber, chuter, ne pas maîtriser le truc, et ben, je trouve que c'est relativement intéressant du coup, tu vois, de modifier les différents supports, les différentes manières d'aborder un seul exercice. Je trouve ça très intéressant. J'ai fait pendant un moment, je le fais un peu moins ces derniers temps. Mais c'est du travail de chute. Il y a des séances où je fais, on va apprendre à tomber aujourd'hui. Apprendre à tomber, ouais, c'est ça. Et apprendre à tomber parce qu'en fait, là, moi, les gens, ils me voient quand je fais du break, ils me disent, mais tu te fais jamais mal, tu tombes jamais. Et je dis, en fait, quand je tombe, je m'en fous. Mon corps, il amortit tout seul. J'ai toujours un pied qui va amortir, toucher le sol en premier. Je sais pas, je vais enrouler mon dos. Je peux même pas te dire ce que je fais, en fait.
Ouais, c'est ça. Et mon corps, il est plus il y a plus, ça ne génère plus aucun stress de tomber en fait. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, moi, par exemple, quand je fais des chutes sur les Après, lâchers quand tu es en hauteur, c'est un peu différent, mais je parle pour le sol en tout cas. Ah, ouais, oui et non, parce que tu vois, moi, par exemple, ça va rejoindre ce que tu dis. Tu vois, moi, j'ai appris très tôt dans mon apprentissage gymnique, je m'entraînais dans deux structures différentes et il y avait une structure dans laquelle je faisais de la barre fixe au-dessus d'une fosse de réception. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une espèce de Oui, filet oui, tendu sur lequel il y a un dans une tapis. salle de gym avant le dimanche. Voilà, ou dans des cubes. Et dans l'autre salle, je m'entraînais sur une barre fixe sur le dur, alors sur des tapis comme en compétition, ce qu'on appelle sur le dur. Et tu vois, tous mes potes qui avaient l'habitude de passer en fosse, et ben, quand ils arrivaient en compétition, ils étaient dans un niveau de stress énorme. Alors que moi qui étais habitué à sans arrêt passer sur le dur, ça m'a permis d'augmenter mon niveau de vigilance de manière extrême, qui fait que je n'ai absolument jamais eu peur en barre fixe. Aujourd'hui, je me suis fait de ces frayeurs en barre fixe, mais comme pas possible. J'ai cassé ma manique, enfin, il m'est arrivé des trucs incroyables. Je m'en suis toujours sorti. J'ai toujours trouvé moyen de réagir. Quand les gens me voient faire un lâcher de barre, passer au-dessus de la barre et arriver plat ventre derrière, alors que j'arrive de quasiment 3,50 m et arriver plat ventre, et tout le monde fait waouh! Et toi, tu te relèves, t'applaudis, merci, c'est gentil. Mais en fait, les gens pensent que tu t'es absolument éclaté. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout, parce que t'es habitué à générer un niveau de réaction par rapport à une chute, par rapport à une situation inhabituelle. Et ça, je pense que la gym, tout comme le break d'ailleurs, sont des écoles fantastiques, sont des écoles de la réaction et de la réactivité absolument fantastiques. Et puis en plus, ils ont montré aussi que quand tu es souple, que si tu as un choc, par exemple, tu te Mhm. fais percuter par une voiture, tu tombes d'une certaine hauteur, Ouais. ta souplesse, en fait, elle va t'aider à amortir le choc. Tu vas absorber, en fait, à travers tes articulations, etc. Donc, quand tu te fais des chutes, en fait, si j'étais un bout de bois, un mec tout raide, bah oui, là, tu tombes et tu te pètes un truc, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, tu acceptes beaucoup mieux, beaucoup plus la déformation. Tu vois, moi, je me suis fait renverser en vélo il y a 2 ans. Je suis passé par-dessus le toit de la bagnole. La bagnole m'a tapé, je sais pas, elle devait être à 50 km/h. Elle m'a tapé avec les pédales automatiques sur le vélo. Je me suis mis un vol stratosphérique. Je suis retombé comme un chat. La nana est descendue de sa voiture. Elle croyait qu'elle m'avait tué. Je pense que ça arrivait à une personne entre guillemets lambda. Je pense que la personne était morte. Ah oui, non, mais moi, je suis sûr. C'est une certitude. Je suis pas Iron Man, hein, rien à voir. Mais par contre, au moment où elle m'a tapé, je l'ai vu arriver en fait et j'ai anticipé le fait tu vois, de générer un niveau de relâchement qui fait que quand elle m'a tapé, en fait, mon corps ne s'est pas crispé. Au contraire, il s'est relâché, ce qui fait que j'ai roulé sur la voiture. C'est différent, tu vois. Exactement, Tu vois, exactement. les gens, ça fait pas partie des 10 qualités physiques du CrossFit, mais j'avais entendu un coach qui paraissait, il dit en fait, il appelait ça en anglais, il disait le air sense, le sens de l'air. Exactement. Mais Ouais. c'est un truc qu'on n'en parle pas, mais en fait, quand tu fais du break ou de la gym, quand tu es dans l'espace, quand tu es projeté en l'air, tu peux être la tête en bas, tu arrives à spotter le sol, tu arrives à voir s'il y a quelqu'un à droite, à gauche, il y a une vision périphérique qui est complètement différente. Et c'est ça, alors le but, c'est pas non plus de devenir des ninjas, mais ça Non, aide mais pour la chute, en fait. je suis Tu vois, absolument. tu vois le mur, tu sais, moi les gens pareil, ils me voient faire des mouvements à la salle, ils me disent mais il y a quelqu'un à côté de toi, ça te dérange pas? Et en fait Non, non, parce que je sais c'est qu'il est l'environnement. suffisamment loin, j'arrive à me repérer, pareil le sol, je sais, j'arrive à apprécier si le sol il est trop dur ou pas, enfin je sais pas comment te dire, mais Ouais, ouais, si, donc si, tu non, mais en- c'est toute une adaptation sensorielle. Tu vois, moi, par exemple, sur la gym, avec les jeunes filles, je travaille, par exemple, en poutre, très souvent, sur des choses très, très simples, très basiques, sur du simple déplacement, avec des bandeaux sur les yeux, pour apprendre à développer les autres sens. Les notions de proprioception, les notions de apprendre à entendre le bruit dans l'environnement, ou des fois ça me pète, je vais mettre la musique à fond de balle dans le gymnase, mais à plus entendre parler. Et dire, vas-y, maintenant il va falloir que tu fasses ton mouvement avec ça. Alors, tu sais, dans les premiers temps, voilà, tu as la réaction, ouais, mais je vais pas arriver à me concentrer. Bah si, en fait, tu vas apprendre à te concentrer dans des conditions extrêmes. Et ça, c'est hyper important. Et je pense que dans le CrossFit, ça se fait pas mal ce niveau d'adaptation, mais peut-être pas assez, peut-être pas forcément avec tous les outils dont on a à disposition. Faire un site, par exemple, avec les yeux fermés, faire un site les yeux ouverts, c'est pas le même délire, quoi. On n'est en pas, on altéro, n'est ils pas font sur de les mêmes temps à choses. autre de l'arracher avec des bandeaux, etc. Ça se fait un petit peu, Ouais, j'ai déjà vu. pour J'ai être sur déjà vu. pour être sur la sensation, pour être Ouais, pour être focus attention. sur la sensation. Euh, écoute Thibaut, je suis désolé, il y a ma copine qui vient de On me va passer ouais, une on va petite feuille s'arrêter. par-dessus à travers la porte en me disant il est 19h45, j'ai faim. On va s'arrêter, mais en tout cas, vraiment, c'était super, super cool. Et puis, je me ferai un plaisir Ouais, grave.
si on est déconfiné un jour, de venir faire un saut pour vous voir à Bordeaux parce que vous faites vraiment un travail vraiment, vraiment cool. Donc, merci Écoute, à toi en tout passe, cas on fera un pour podcast l'invitation. ensemble. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. En Tu tout cas, passes, c'était on cool. programmera ça, on se fera un petit podcast. Yes, pas de problème. Avec Intéressant. grand plaisir. En tout cas, c'était cool de t'avoir reçu et puis ça aura permis, je pense, à beaucoup de voir un petit peu les différentes manières d'aborder les choses. Voilà, je vous Bah, remercie à écoute, toutes et à tous. je vais juste te dire que justement, je trouve qu'on a pas mal de similitudes. Moi, tu vois, ça me conforte dans ma manière de travailler, tu vois. À la Bah limite. écoute, c'est Ce que cool j'ai et moi entendu aussi. de ta part, ça m'encourage à continuer dans ma voie et de rester plus ou moins dans ce que je m'étais fixé en termes de méthodologie de travail, tu vois. Ouais, bah écoute, c'est cool parce que moi j'attendais aussi d'avoir ton retour par rapport au fait que toi tu es dans le CrossFit déjà depuis beaucoup plus longtemps et ça me conforte aussi dans l'idée qu'il y a des choses à faire et je pense on sera peut-être même amené à travailler ensemble, j'en suis sûr. Reste sur tout ce qui est rigueur, etc., que tu as appris de la gym, mais là, en CrossFit, ils en ont pas, donc ça va leur faire du bien. Ben, voilà. Ok, Robin, merci, mille merci à toi encore et puis je Salut, te souhaite ça une très marche, bonne soirée. merci. Salut, Merci à toi ciao, aussi, ciao. salut Thibaut.